Si fait que le streamer, bonsoir, RTC numéro 48 sur la collectionnite, vos influenceurs ont de l'influence et c'est parti. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Si fait que le streamer. Je suis accompagné de Skyred Clem pour m'épauler ce soir et nous recevons Numis Novice pour nous parler d'un sujet très intéressant qui est, alors pas la collectionnite, mais plutôt l'aspect collectionneur de pièces, de billets et de monnaies plus ou moins récentes. Donc on va passer une bonne soirée ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. On est là pour y répondre ensemble. Mais déjà, première question. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien aussi. Ça va très Parfait. bien. Bon, bah parfait. Ceux qui viennent d'arriver, on va présenter vite fait le concept. Le but, c'est de passer à peu près 1h30, 2 heures ensemble, parler d'anecdotes autour du sujet qui nous ramène tous ce soir, qui est donc la collection de monnaie. Si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas. Skyred, il va se faire un plaisir de récupérer les questions et de les poser à notre invité. Donc, n'hésitez pas, c'est aussi votre émission. Première question, du coup, Numis. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je pensais qu'il y avait une Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? bah, c'est bon. Oui, donc Numis Novice. J'ai 29 ans. J'ai démarré sur Twitch pendant le confinement. C'est les copains qui m'ont un Qui petit t'ont peu poussé. poussé. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est un copain qui faisait du gaming. Il m'a dit: «Oh, tu devrais faire pareil avec tes pièces de monnaie et tout ça. Tu nous racontes toujours plein de trucs, ce serait trop bien». Et donc, c'est un peu comme ça qu'ils m'ont poussé à être sur Twitch et à parler de mes pièces de monnaie, parce que je le faisais en privé et tout. Et là, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas essayer De de faire montrer au plus transmettre ma grand passion nombre. aux gens». Hmm. C'est ça. Et puis, finalement, j'ai même une petite communauté autour de moi avec des amis, mes amis à distance, parce que il y en a un ou deux que j'ai déjà rencontrés. Sinon, c'est voilà, une petite communauté, puis on s'entraide, on s'envoie des messages, des infos, on s'échange nos nouvelles trouvailles, on se vend entre nous aussi des trucs à bon prix en fonction de ce qu'on collectionne. Donc en fait, cette petite aventure du Covid nous emmène là aujourd'hui, puis m'a fait avancer dans ma collection, dans mes recherches, et puis m'a fait rencontrer d'autres gens. Comme quoi, Voilà. Internet, Ouais, c'est ça, c'est comme quoi Internet, c'est c'est assez bien. puissant. Mm. Justement, tu parles de t'être lancé un petit peu comme ça, et je pense que contrairement justement aux jeux vidéo, l'aspect communauté des collections de pièces, c'est beaucoup plus fort que l'aspect juste jeu vidéo. Je pense que quand vous faites des échanges, c'est vraiment des échanges constructifs, tu sais. Il y a une vraie valeur ajoutée, si je peux me permettre l'expression sur ça, quoi. Alors que sur le jeu vidéo, c'est un peu plus léger, tu vois. Pour avoir de vraies relations, c'est un peu plus compliqué. Ouais, souvent, quand tu fais déjà, on fait des échanges entre nous. Donc, dès que tu as un échange, tu es forcément content d'avoir acheté une nouvelle pièce. Normalement, tu t'es pas fait arnaquer ou tu l'as pas payé forcément à un prix non plus super élevé. Et puis, souvent, les personnes qui vendent aussi sont contents de vendre sa collection, mais que la collection parte pas à quelqu'un qui va en faire n'importe quoi ou qui va la brader ou même la fondre, hein, parce qu'on connaît voilà, des ferrailleurs ou des gens voilà, qui sont un peu dans de la brocante et tout ça, et parfois qui refondent les pièces de monnaie pour le métal, parce que c'est un petit peu plus rentable et plus rapide pour récupérer l'argent. Donc c'est vrai qu'on est content que les collections se transmettent, et puis qu'on aide les copains à améliorer leur collection, quoi. Hmm. Et après, oui, la communauté, forcément, sur Twitch, il y en a pas beaucoup, Il n'y en hein. a On pas vient plus beaucoup, sur hein. Twitch pour, Non. pour regarder du gaming que pour trouver des numismates. Donc, mais par contre, oui, on est beaucoup, qui sont sur Twitch, voilà, la petite communauté que j'ai. En tout cas, parce que je pense que je suis le seul en France et dans le monde, je suis pas sûr que sur Twitch on soit beaucoup à parler de pièces de monnaie, même si je connais deux, trois petites chaînes, mais c'est plutôt des Américains et qui font encore des choses différentes que moi. Et puis bon,
on se regroupe aussi en tant que jeunes sur cette plateforme-là qui est pas dédiée aux pièces, Ouais. mais qui permet voilà, de faire parler des pièces de monnaie sur une plateforme avec des gens qui justement s'attendent pas à tomber sur ce sujet-là. Et puis comme on n'est pas non plus des millions de jeunes à faire ça, bah, c'est bien de se retrouver et de se connaître. Et je pense que justement, quelque chose d'intéressant, c'est que vous êtes assez peu, donc ça crée tout de suite des liens, tu vois? C'est-à-dire que si la Mm. personne, elle est cool, bon, c'est cool. Direct, c'est fait le lien. Alors que dans le jeu vidéo, tu as le choix. Donc forcément, c'est un peu plus C'est ça. compliqué. Tu nous parlais de Numismat. On t'a posé une question dans le chat qui était pourquoi ce pseudo? Est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, pourquoi tu t'appelles Numis Novice? À Oui. part du fait que ça sonne bien. Bah déjà, voilà, fallait que ça sonne bien et il fallait que le nom fasse référence assez rapidement à ma passion, etc. Donc Numis, ça fait référence à numismatique. Donc être numismate, c'est le collectionneur des pièces de monnaie. Ah, Et cool. novice, c'est pour rappeler le fait que je fais de la vulgarisation, que je suis pas un expert non plus de la pièce de monnaie, parce que c'est très difficile d'être expert en tout en pièces Tu es de plus monnaie. jeune que les monnaies elles-mêmes, donc forcément, c'est plus compliqué. C'est ça, c'est ça. Elles me connaissent plus moi que moi je les connais. Mais et puis voilà, dire que je suis pas expert, mais que c'est aussi accessible à tous. On peut être novice et devenir numismate sans problème assez facilement et s'intéresser à ça sans être un expert et rester sur mes lives sans être numismate soi-même et justement apprendre des choses sur l'histoire, sur les pièces de monnaie, des petites anecdotes qu'on peut raconter au repas de famille sans avoir mal à la tête en regardant 15 minutes de live parce qu'il y a du vocabulaire à foison et des trucs très techniques et très Il y a beaucoup compliqués. d'anglicismes dans le numismat ou Non, pas? Chez le non, pas numismat? tant que ça. J'ai jamais trop fait attention. Plutôt en latin? Mais non, en fait, on a trouvé des mots français pour traduire Tu parles pas le vocabulaire qu'on latin, a du coup? besoin. T'es Comment? pas bilingue en latin parce que tu collectionnes les pièces, Ben, quoi. en vrai, je pourrais l'être parce que forcément, tout ce qui est époque Moyen Âge, etc., ben, c'est des légendes en latin sur les pièces de monnaie, puisque c'était la langue officielle. Donc là, oui, si je collectionnais plutôt des périodes de monnaie où c'est écrit en latin, j'aurais dû forcément connaître un plus mon latin. Mais Ouais. comme c'est pas ma spécialité, je suis pas un grand expert de latin et je sais pas trop traduire. Voilà. Bon, après, on connaît les grands mots, voilà, les mots importants qu'on retrouve régulièrement. Mais Très non, bien. c'est pas mon cas. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec ma première question. Comment t'as commencé? Comment t'as commencé? Je pense que c'est la question que t'as dû répondre 50 fois. T'es venu. Non, Ouais, non, c'est mais ça. voilà, moi j'ai commencé, c'était en 2002. J'habitais à l'époque en Allemagne et mes parents m'ont offert, quand l'euro est arrivé, m'ont offert un petit classeur. Et dans ce classeur-là, ben, je pouvais collectionner les différentes pièces de l'Union européenne qui étaient sorties puisque ben, j'ose espérer, si vous avez un peu d'observation dans vos porte-monnaies, toutes les pièces ne sont pas pareilles, donc elles correspondent aux pays de l'Union européenne. Et donc du coup, j'ai commencé à collectionner ces petites pièces de monnaie qui étaient sorties en 2002 après l'euro ou le Deutschmark, parce que moi j'étais en Allemagne. Et puis bah, c'est un petit peu comme ça que je me suis intéressé aux pièces de monnaie, à vous repérer pièces de tous les pays. Et puis bah, ça m'a pas trop quitté, enfin j'ai eu une période où j'ai complètement arrêté, puis après c'est avec une autre pièce de monnaie qui est arrivée dans ma vie qui m'a relancé, et puis depuis arrêté. Donc Du coup, j'ai alors, je, débuté. je vais montrer le petit enfin le petit Euro Collection là. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je pense que Oui, les oui, gens oui. vont reconnaître. Regardez, Alors mais tout le moi, monde l'a eu celui-là. moi c'est pas le. Alors j'ai essayé de retrouver la photo exacte du mien. Alors c'est pas celui-là, mais bon, voilà, c'est un peu le style de truc qu'on avait. Il y en avait de la Et thune dans celui-là. c'est ça. Et j'en connais des copains qui m'ont dit, mais tu sais qu'on a tous commencé comme ça à le faire, sauf que je voulais m'acheter pour la console de jeu, et puis j'avais pas d'argent de poche, et puis j'ai pris les pièces de monnaie qu'il y avait là-dedans pour aller m'acheter mon jeu, et puis c'est comme ça que bon, bah, j'ai vite arrêté de collectionner les euros, sauf que moi, bah, ça n'a pas passé, et j'ai Ouais, gardé ma collection intacte. toi, tu gardais les pièces dedans. Mm. Mais ouais, c'est. Du coup, t'as dit que tu venais d'Allemagne. T'as commencé là-bas ou pas aussi? Alors, je viens pas d'Allemagne, j'ai habité en Allemagne. Ah, d'accord. D'accord. Donc, T'en as fait là-bas des collections de pièces? Et ben en fait, j'ai commencé avec l'euro. Alors, je suis resté que 4 ans en Allemagne. Je suis resté de 2000 à 2004 et l'euro est sorti en 2002. Donc, j'ai commencé ma collection pendant 2 ans en Allemagne, mais je l'ai continué quand je suis rentré en France à Ah ouais, faire les d'accord. pièces de monnaie. Trop bien. Comment on dit collection en allemand? Collection. Il n'y a pas de. Ah ouais, d'accord, tu parles l'allemand, c'est trop stylé. D'accord, ok. Oui, oui. Tu sais, je me dis, ça aurait été le gars, il parlait anglais, c'est comme moi en Corée, quoi. Après, voilà, il y a des mots qui sont très communs, puis des mots un peu anglais. Enfin,
germanique, et puis l'anglais et l'allemand se ressemblent pas mal sur certains trucs. Mais après, je pourrais pas te donner le vocabulaire numismat du collectionneur, parce que bon, moi j'étais. Oui, non, C'était mais entre non, mes non, 7 et 12 ans que j'étais en Allemagne, donc les termes techniques, je les connais pas, mais. Comme perroquet, c'est papagaï. C'est ça, voilà. Si exactement. vous avez des mots, par exemple, kartoffel, c'est pomme de terre. Non, je sais pas, voilà. Euh, tout va bien. Bref. Chacun ses petits mots. Donc voilà, première question, comment tu as commencé? Tu as commencé comme ça. Est-ce que tu te rappelles, c'est une question de nos chers viewers, de la première pièce de collection? Alors ta pièce de collection, pas forcément, si c'est un billet, c'est un billet. Hein, y a pas de... Ben, Ou franchement, alors c'est c'était avec difficile ce à dire petit parce que. calendrier là. Enfin, ce petit Bah, en vrai, calendrier. ouais, c'était voilà, ce classeur-là. Après, j'ai commencé à faire les commémoratifs, Classeur. donc on pourra en parler un petit peu après, des différents types de monnaies euros qu'on a dans nos portefeuilles, je vous expliquerai. Donc forcément, j'ai commencé à faire les commémoratifs, donc j'ai eu. Mais la première que j'ai eue entre les mains, ça, je pourrais pas vous dire. Je pense que c'était une allemande, une commémorative allemande. Et après, ben, si tu veux bien mettre, alors, il Ouais, faudra que tu vas-y, fasses dis-moi. Ouais. attention. Tac, tac, tac. Il y a une pièce qui s'appelle Papa. C'est le nom parce que ça fait référence à mon papa. Alors, Ça fera papa la 1 suite ou de. papa 0? Alors, je te conseille de mettre plutôt Papa 1 parce que si tu Ouais, prends d'accord, ouais. Papa. Ouais, j'ai bien vu pourquoi. Voilà. Tout va bien. Alors, derrière, Donc, donc ça, c'est papa 1. c'est ça. Donc, je l'ai nommé comme ça parce qu'en fait, donc là, j'étais revenu en France. J'avais un peu arrêté les pièces, collectionner les pièces de l'euro. Parce qu'il y en a beaucoup, et puis j'avais plus trop le temps, ça me passionnait plus beaucoup. Et un jour, mon père fait un tri dans son bureau, et il sort des pièces, et il me dit, tiens, ça va t'intéresser, regarde ce que je viens de trouver dans mon bureau. Donc, il est un peu blagueur, donc je me suis dit, il va me sortir une petite bêtise, un truc qui va Il me sort de pas son faire portefeuille, rire il se fait un doigt spécialement. d'honneur. Non, quand même pas, c'est pas comme ça, mais bon, je m'attendais à limite à un pauvre stylo, un truc, je sais pas quoi. Et finalement, bah, il m'a sorti une enveloppe avec beaucoup de pièces en argent. Donc c'est la pièce que vous voyez là devant. Donc c'est une pièce de l'époque de l'Allemagne nazie, de Paul von Hindenburg. Donc c'était Ouais. voilà, un chef militaire. Et c'était des pièces en argent. Et donc du coup, je découvre ça, je me dis, waouh, alors. Vous verrez peut-être pas, je sais pas si Félix voudra Alors, mettre de côté, je mais suis pas assez c'est un peu courageux pour compliqué. ça, mais de l'autre côté, il y a une croix gammée. J'ai pas lu assez Voilà, les règles de Ah ouais, Twitch pour mince. savoir si on a le droit. Non, vaut mieux pas. Hein. Mais c'est ça. je vais être honnête, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tu montres un truc historique, tu vois. T'en fais pas la Mm. promotion en disant c'est Non, génial. non, c'est ça. Mais tu sais, aujourd'hui, on est dans un monde où t'as le droit de te mettre à Ouais. poil sur Internet, mais t'as pas le droit de montrer une pièce historique, quoi, tu vois. Y a Oui, pas de- c'est ça. Alors y a moi, pas de voilà, problème, quoi. moi, sur mes lives de temps en temps, genre, je le montre assez rapidement et je sais que ma communauté me balancera pas Je ou le quoi que ce montre, je fais une soit, elle me petite fera pause pas un avec, truc. tranquille, et Mais tout le monde est content. c'est ça. Donc du coup, ouais, tomber sur ces pièces-là avec une croix gammée dessus, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est? Ça doit être incroyable. Donc je commence à faire des recherches, puis je découvre que c'est des monnaies en argent. Donc forcément, pour moi, c'était un petit trésor hein, d'avoir des vraies monnaies en argent. En plus, il y avait une bonne quantité. Mon père ne sait pas vraiment d'où il a eu ça. Peut-être qu'il a acheté ça en Allemagne parce qu'il avait des correspondants ou. Enfin, on ne sait pas trop de la provenance, la source. Mais Tu bon, connais sa valeur? et alors, aujourd'hui, ces pièces-là, ça tourne autour de 15, 20 euros. Alors, il y a plusieurs Ah, modules. Donc, un module, si tu veux, c'est plutôt une taille de pièce ou des petites différences. Donc là, ça doit être des 5 marques. Il y a des versions en 2 marques, donc ils sont un petit peu plus petites. Mais voilà, ça tourne autour de 15, 20 euros, sachant qu'il faudrait qu'elles soient en très bonne qualité pour qu'elles aient vraiment beaucoup de valeur. Souvent, enfin, moi, elles sont en qualité d'usage, donc c'est-à-dire elles ont des rayures, elles ont des petits éclats parce que bah, elles ont vécu forcément. oui. Mais on va dire que oui, c'est à peu près le poids de l'argent dedans et puis un petit peu de surplus historique qu'il y a dedans, quoi. Parce que Et un j'imagine. marque, ça fait combien en euros? Ah ouais, c'est ce que j'allais Pardon. demander. Bah, alors la problématique, c'est que le marque à l'époque de la guerre n'a pas la même valeur que le marque avant l'euro, donc c'est difficile de faire la comparaison. Alors même s'il y a je pense des historiens qui ont déjà fait un petit peu des Avec comparaisons en l'inflation disant et tout. voilà, le marque de cette époque-là correspondait à tant d'euros aujourd'hui, mais comme ça de tête, je pourrais pas te dire combien ça valait à l'époque exactement. Mais et puis D'accord. bah ça servait forcément de monnaie de propagande, hein, forcément. De toute manière, Et je pense aussi. qu'on le verra plus tard, il y a beaucoup de pièces qui ont des fois plus une valeur sentimentale ou historique que pécuniaire, quoi. Qui sont peut-être pas très onéreuses à la vente ou à l'achat, mais par contre, bah, pour nous en tant que Français ou pour toi-même avec ta propre histoire, elle a de la valeur. C'est ça. Ben, et puis,
En fait, c'est l'offre et la demande qui fait la valeur de la pièce, et puis c'est, on va dire, le marché ou l'intérêt qu'on y porte. Là, j'ai deux, trois exemples que je pourrais te donner, mais par exemple, le marché américain est beaucoup plus développé dans le fait de collectionner des pièces de monnaie qu'en Europe et en France, même si je pense qu'on est quand même, on n'est pas trop mal par rapport à d'autres pays ou d'autres continents, mais aux États-Unis, le fait de collectionner les pièces de monnaie, c'est un truc familial que les enfants font, c'est traditionnel qui existe depuis longtemps, donc forcément le marché est énorme. Nous, ça se perd, Et, hein. je sais pas si ça se perd ou si ça se sait pas et que personne, enfin, mais c'est beaucoup plus culturel en fait aux États-Unis. Forcément, le marché est plus développé et les pièces américaines, bah, par exemple, la pièce la plus chère du monde, c'est forcément une pièce américaine. Parce Ouais. qu'il y a eu beaucoup, ben, forcément, De d'acheteurs spéculation. pour avoir cette pièce-là qui est rare par rapport à leur histoire, mais qui, nous, en France, nous intéresse pas plus que ça, parce que ça, c'est pas notre histoire, c'est pas une pièce française et qui nous intéresserait à collectionner. Et qu'il y a D'accord. pas, il y aurait peut-être un ou deux collectionneurs qui seraient vraiment intéressés de l'avoir en France parce qu'ils collectionnent les pièces des Unis, mais bon, c'est pas le même marché, quoi. D'accord. Du coup, question dans le chat et question aussi pour toi, Skyred. Est-ce que tu as Oui. déjà fait des collections de pièces ou ça t'a jamais Non. traversé l'esprit Parce que moi, j'ai jamais fait quoi. Alors, je dis j'ai jamais fait. Je pense que quand l'euro est sorti, j'avais la curiosité de regarder toutes les pièces, mais je sais pas si je les avais gardées. Mais par contre, j'aimais bien quand j'avais une pièce en euros, toujours je la retournais pour savoir quel pays c'était, regarder justement dans le petit classeur, les comparer, tu sais, t'avais le prospectus et tout. Ah, mais Ouais, c'est une c'est ça. pièce de tel pays. Ça, j'adorais ça. Ça, je trouvais ça vraiment très très intéressant. Moi, Parce que c'était la Bah, collection de râteaux. ça se collectionne aussi. Mais si tu veux, tu peux mettre la photo qui s'appelle Euro à prendre. Pour euro à parler prendre. de ça. Parce qu'en fait, pour se mettre, enfin, vous pouvez rien que, si vous voulez vous intéresser aux pièces de monnaie ou même sans vouloir les collectionner et apprendre des choses, rien que regarder dans votre porte-monnaie et prendre un petit peu le temps de regarder ce que vous avez dedans, bah, vous allez déjà apprendre on va dire, les bases pour être collectionneur ou pour savoir identifier des pièces de monnaie. Donc là, je vous ai sorti 4 pièces. Celle en Mais bas à en gauche, fait, c'est vraiment la plus belle et de loin. C'était la plus C'est fréquente aussi. les gars, quoi. c'est ça, patriote jusqu'au bout. C'est vraiment la plus belle, hein, ça, je pense qu'il n'y a pas Et de moi, débat. souvent, ce que je dis, c'est que bah, c'est comme le port-salut. Sur une pièce de monnaie, on n'a pas besoin d'aller sur Internet. C'est toujours marqué. Enfin, on peut avoir les informations sur la pièce de monnaie. Il faut juste être curieux et savoir un petit peu décrypter les symboles ou les représentations qui font référence au pays. Alors, pour nous, la France, bah, il y a liberté, égalité, fraternité. Et puis, il y a marqué RF. Donc, sur chaque pièce de monnaie en France, il y a marqué RF qui symbolise République République française. française. Hmm. Donc déjà, rien que ça, ben, si on s'intéresse un petit peu et qu'on n'est pas français et qu'on voit RF sur une monnaie, on se dit, bah tiens, ça fait référence à la République française. La pièce d'à côté, c'est une pièce italienne parce que ben, il y a le R et le I qui font République Italia. Donc J'aurais forcément, dit un ben... indien, moi. Alors Un c'est pas un Indien indien, d'Europe. c'est un tableau connu italien qui fait référence à voilà, Ah, l'art italien et D'accord. tout ça. Donc sur la monnaie au-dessus, la monnaie italienne, bon ben là on voit Espagna. Donc même si je parle pas espagnol et que j'ai jamais fait d'espagnol de ma vie, je me doute bien que Ouais, c'est voilà. une Et monnaie l'autre, et espagnole. la dernière, c'est un club de baseball. Avec... je pense, hein. Je pense que le club de baseball, c'est souvent des aigles. Peut-être, je connais pas assez les clubs de baseball, mais voilà. Donc en tout cas, Les et puis l'autre, Ravens. bah, voilà, c'est une pièce allemande avec l'aigle. Donc en gros, si on connaît un petit peu les symboliques des pays, si on connaît un petit peu ces symboles qu'on va retrouver à chaque fois, par exemple le RI, comme ça, sur toutes les pièces italiennes, vous allez le retrouver. Donc à chaque fois que vous voyez ce RI, vous savez que c'est une pièce italienne, même s'il n'y a pas de texte. D'accord. Donc il y a beaucoup de petits trucs comme ça et en fait c'est pas très compliqué. C'est sur une pièce de monnaie, il suffit de lire ce qui a marqué dessus ou d'interpréter les symboles et derrière on peut facilement savoir d'où elle vient. Alors c'est facile comme ça à dire et c'est facile avec les euros, c'est moins facile quand c'est né antique ou qui ont vieilli et qu'on a du mal à pouvoir les identifier et lire ce qu'il y a dessus. On nous a Mais fait une rien que le remarque. faire avec les Je, euros, c'est déjà je suis bien. désolé, je te coupe. On nous a fait une remarque intéressante. On nous dit on a de moins en moins de monnaie avec le sans contact. C'est Mm. vrai qu'aujourd'hui, on peut payer des petites sommes avec le sans contact. Par contre, il y a autre chose aussi, c'est que en France, je trouve que les pièces, elles ont vraiment une valeur qu'on peut utiliser. On en parlait en off du Miss, mais
En Corée, les pièces, elles sont pas assez importantes en valeur qu'on puisse les utiliser, tu vois. C'est-à-dire Mm. que, dis-toi que la plus grosse pièce, elle vaut 40 centimes d'euros. Donc, tu vois, Ah ouais? c'est pas plaisant d'utiliser la monnaie coréenne, tu vois. Il faut Tu Ouais, peux non, rien beaucoup de acheter en plus pièces. avec ça. Bah, si, tu peux acheter genre une sucette ou un truc comme ça, un bon bec ou machin. C'est vraiment les trucs qui servent à rien, quoi. tu, Mais il tu te vois, faut beaucoup de pièces. ouais, il te faut 1 kilo de pièces pour C'est acheter, ça le truc. pour acheter un truc. Et donc, c'est un peu chiant à utiliser la monnaie coréenne. Alors que quand je suis allé au Japon, euh, la monnaie, c'est utilisable. C'est vraiment utilisable. Et ça, je trouve ça vraiment pratique. Et je trouve que l'euro, c'est vraiment cool. On peut Mm. utiliser les pièces. On peut les utiliser. Avec 1 euro, tu peux acheter quelque chose. Donc Ouais, non, effectivement, il y a mais le sans c'est sûr. contact, mais notre monnaie, elle a quand même une valeur que je trouve intéressante. Après, enfin, si tu veux, il y a des pays qui sont plus culturellement habitués à avoir des pièces. Il y a des pays Ouais. où c'est un peu plus monnaie papier dans leur histoire. Par exemple, la Mongolie, ils ont eu très peu de pièces. Ils ont beaucoup eu de billets et encore aujourd'hui, pas de pièces en circulation où ils n'utilisent pas de pièces, c'est beaucoup de billets. Du coup, Et à ça l'inverse, commence à 10 euros ce qu'ils achètent. non, mais en fait, La ils ont vie est chère. des billets de 1 ou 2 euros et ça leur suffit parce qu'il n'y a pas forcément de système de centimes ou quoi que ce soit et puis ça marche. Et à l'inverse, il y a des pays qui commencent, bah, comme tu le disais, avec les technologies, avec le paiement sans contact, etc., à faire des économies et à justement enlever le système monétaire, alors fiduciaire, ça s'appelle comme ça. Ouais. La monnaie fiduciaire, c'est tout ce qui est monnaie en papier et en de Papier monnaie. en pièces, ouais. En dur, Et en voilà, c'est ça en dur, palpable. en physique. Et par exemple, la Suède, ben, maintenant, a quasiment plus de pièces de monnaie ni de billets. Ils sont tous en contact avec des banques, etc. Et donc, petit à petit, la monnaie suédoise va peut-être disparaître parce qu'ils vont tout passer en numérique, enfin, Hmm. voilà, en informatisé. Et alors qu'à l'époque, encore aujourd'hui, ils ont des pièces et c'est pas spécialement le fait qu'ils aient pas l'habitude. C'est que voilà, la technologie remplace les choses et on va dire qu'ils font des économies parce que produire une pièce, ben, il faut acheter le métal pour la produire. Il faut la recycler puisque bon, c'est un marché, on va dire, enfin, c'est un circuit fermé, hein. Les anciennes pièces, on les refond pour faire. Les billets, c'est un petit peu pareil. Mais tout ça, bah, ça a un coût financier, ça a un coût énergétique. Et maintenant, bah, avec voilà, l'écologie et puis le fait de nouvelles technologies, ben, il y a des pays qui commencent à enlever leurs pièces de monnaie par écologie et par économie financière. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de billets. C'est vrai que je t'en ai pas sorti, mais il y a beaucoup de billets de pays qui commencent à être en plastique, donc en polymère, donc c'est des pseudo-plastiques, qui permet que les billets soient beaucoup plus résistants. Et donc du coup, ben, forcément, au lieu de produire un billet qui va durer dans le temps 10 ans avant complètement mort, ben, il va peut-être durer 20, 50 ans, parce qu'il est en plastique, donc il est à l'eau, il résiste facilement aux déchirures. Donc forcément, ben, on a moins à le refaire, et on fait des économies. Bon, du coup, j'ai une petite question, moi, de la part de Si Belle Pierre. Oui. Je vais modifier un peu. Est-ce que tu achètes des pièces spéciales au musée de la monnaie ou bon, est-ce qu'on peut en acheter là-bas? Alors, au musée de la monnaie, c'est-à-dire, est-ce Ah, que c'est la monnaie de Paris? elle m'a dit au musée de la monnaie, donc oui, tu peux avoir la monnaie de Paris, je pense aussi. Alors, je pense qu'elle doit faire référence à la monnaie de Paris, qui est l'institut national officiel qui émet nos pièces de monnaie en France. Il y a le musée de la monnaie de Paris qui est à Paris, où on peut apprendre l'histoire de la monnaie, etc. Et puis on voit un petit peu les ateliers de fabrication on va dire, c'est là aussi où ils dessinent les pièces de monnaie. Et à Pessac, donc vers Bordeaux, là, il y a l'usine de fabrication où là, il n'y Je- a pas de, il y a pas de musée. Mais oui, à la Monnaie de Paris, on peut en acheter. Ils ont un magasin comme tout musée, mais on peut en acheter sur Internet, sur leur site officiel. Mais là-bas, tu peux en acheter ou c'est que des souvenirs ou des vraies pièces? Alors, c'est des vraies pièces de monnaie, puisqu'on peut acheter des 2 euros commémoratifs, mais ça va être quand même Pour des 2 monnaies euros axées. Alors non, 10 balles à mon avis. mais c'est des monnaies plutôt axées Ah, pour ils les se font de la collectionneurs. thune quand même. Mais ils ont des valeurs faciales en fait. C'est quand même des monnaies qui ont cours et officiellement, les monnaies que moi je vais vous montrer tout à l'heure, tant qu'il y a un chiffre et une valeur et une devise dessus, on peut l'utiliser dans le commerce, mais malheureusement les commerces sont pas habitués. Et puis on va dire que la valeur faciale ne représente pas la valeur réelle de la pièce quand je l'ai achetée ou ce qu'elle représente puisque le tirage est plus faible. Donc ça serait un peu débile de ma part de Donc en fait, tu l'échanger achètes ta contre la pièce de valeur 2 faciale. euros, 15 euros, et tu peux acheter un jambon beurre avec ta pièce de 2 euros.
C'est Bon, ça. pas- Ça. Comme ça, t'as beaucoup perdu Koh-Lanta. Ah, il y a encore un jambon beurre sur Paris à 2 euros, ça m'étonnerait. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, une bouchée. Mais Une bouchée d'un ouais, jambon beurre. on peut faire ça. Ouais, y a pas. Après, on peut en acheter sur plein de sites. Après, moi, je pourrais vous donner des sites ou quoi que ce soit, mais On y reviendra, j'ai mais des oui. questions qui m'ont été envoyées par nos viewers. Très bien. On y viendra, t'inquiète pas. Je t'en prie, vas-y, Skyret, t'as quelques questions, Allez, vas-y. est-ce que tu collectionnes aussi la crypto-monnaie? Ça m'étonnerait, mais Alors non, j'ai suivi un petit peu l'histoire des crypto-monnaies quand ça a commencé à se développer, mais je me suis pas forcément très, très intéressé aux crypto-monnaies. c'est pas la même chose, Euh, hein. Ça coûte plus cher. Bah, on va dire que la crypto-monnaie, c'est quand même, tu vois, je m'intéresse pas forcément à la bourse, je m'intéresse pas. Alors j'ai des notions d'économie plutôt liées à l'histoire, mais je m'intéresse pas forcément plus à l'économie actuelle, etc. Donc tout l'aspect un peu financier dans le milieu économique et la crypto, non, moi c'est les pièces en physique et puis on va dire que c'est les pièces historiques qui font référence à Est-ce l'histoire que c'est de la passée vraie monnaie, surtout? Bien plus intéressant, quoi. Ouais, bah c'est de la monnaie virtuelle, alors ça fait partie, enfin, il n'y a pas de numismate qui collectionne de la crypto-monnaie, hein, c'est juste des, des investisseurs ou des, voilà. Les gros Voilà, serveurs. tu vois. Mais C'est-à-dire que oui, tu peux acheter des choses avec, mais il n'y a pas d'histoire liée à ces pièces, tu vois. Il n'y a pas de ouais, gouvernement puis, derrière, il n'y a pas de peuple derrière ces pièces-là. Ouais, voilà. Tu vois, alors c'est quand ça. tu dis Après, l'euro, tu vois alors, géographiquement où c'est. Tu sais, la crypto-monnaie, c'est laquelle déjà et où et c'est un peu plus compliqué que c'est ça. ça. Et tu vois, enfin, quand je dis pourquoi je collectionne les pièces de monnaie, si tu veux, Pourquoi tu pour moi, collectionnes les pièces c'est de monnaie? très bonne question. Je sais pas d'où vient la question. Ouais, c'est comme ça, une inspiration. Mais si tu veux, pour moi, c'est presque. Alors, j'ai un autre exemple, mais pour moi, c'est presque l'objet le plus ancien qui existe encore aujourd'hui et que Peut-être, ouais. Hmm. dans n'importe quelle civilisation sur Terre et à n'importe quelle époque, tu as une pièce de monnaie. Et ça permet de retracer l'histoire de l'humanité dans n'importe quel continent depuis presque le début, sans problème. Et ça existe encore aujourd'hui. Alors, le contre-exemple que je pourrais avoir, c'est tout ce qui est lié aux couteaux, puisque les couteaux sont encore un petit peu plus anciens, on va dire, que les pièces de monnaie. Et forcément, les couteaux ont existé dans n'importe quelle civilisation et tout le temps, puisqu'on en a besoin encore aujourd'hui. Mais pour moi, voilà, c'est presque l'objet ultime qui permet de raconter l'histoire de l'homme n'importe où et n'importe quand. Et c'est ça qui est hallucinant, c'est qu'on prend une pièce et en fait ça raconte l'histoire d'une certaine civilisation, d'une certaine période et d'un certain fait historique, quoi. Puisque ça fait référence à plein de choses. Puisque bah, on pourra en parler aussi un petit peu, c'est les pièces de monnaie, c'est pas que un aspect financier qui sert à faire Non, des non. échanges, mais c'est aussi un moyen de communication, de propagande, de dire ben mon peuple De ou tes mon royaume est valeurs, le plus etc. fort, Hmm. de mettre mes valeurs dessus, de mettre voilà mes ambitions, de qui est le chef, et de faire peur aussi à l'adversaire. Et comme la monnaie circule dans le monde, ben tout le monde l'a entre les mains et tout le monde sait qui t'es par la monnaie. Donc ça a aussi d'autres aspects que l'aspect financier et juste historique, quoi. Skyred, je t'en Et prie, vas-y. j'en ai d'autres. Vas-y, vas-y. Hein. Une question de haut héros. As-tu déjà visité une fabrique de pièces ou de billets? Euh, oui, en Waouh, Autriche. ça devait être trop bien. Ça devait être immense, surtout. Alors, enfin, c'est pas vraiment une fabrique de pièces, mais en fait, c'est le lieu historique, donc le musée historique où étaient fabriquées les monnaies autrichiennes. Et en fait, il y avait une reconstitution D'un d'une machine de pressage. l'époque. Voilà, d'une machine de l'époque pour les pièces de monnaie. Alors, je suis jamais allé à Pessac, à Bordeaux, là où on fait nous les pièces en euros. Parce que le problème, c'est qu'ils sont offerts une fois par an et c'est la journée du patrimoine. Oui. Sinon, ils D'accord. sont tout le temps fermés. Et bon, après, on peut aller à Paris et là, voilà, il y a des petits modules de fabrication pour les pièces de collection, etc. Mais c'est pas l'usine de grosse production
distribution des euros que vous avez les mains, c'est plutôt D'accord. pour les monnaies de collectionneurs. D'accord. Mais non, en tout cas, des machines réelles qui font des pièces actuelles, j'en ai pas vu, pas ce jour. Mais bon, un jour, ça viendra. Ouais. J'aimerais juste avant que tu continues de donner les questions des viewers, est-ce qu'on pourrait vite fait parler de quelque chose que je trouve intéressant dans les pièces, c'est tout ce qui va être lié au blanchiment d'argent, puisqu'on est dans la fabrique de pièces. On est dans la Oui. fabrique de pièces. Est-ce que c'est Mm. simple aujourd'hui de fabriquer? Alors, c'est pas pour moi, c'est pour un ami, c'est la fameuse phrase. Non, mais est-ce que c'est facile de faire des. J'ai l'impression que c'est infalsifiable la monnaie, quoi. Genre, si tu l'amènes à la banque, ils savent direct que c'est un faux, quoi. Non, je Pas sais pas. forcément. Pas forcément. Alors, je suis Ça pas pourrait être un expert bon non film plus sur dans. Netflix. C'est ça. Je suis pas expert non plus dans les fausses monnaies, parce qu'il y a des collectionneurs qui sont experts dans les fausses monnaies, Ça doit qui être bien, ça collectionnent que aussi. ça. Et il y a un marché du faux chez les collectionneurs qui est intéressant. Chez les pièces de monnaie, ça arrive souvent qu'il y a des faux, mais c'est pas si répandu que ça, parce que c'est pas très utile de faire une fausse pièce de 1 centime. C'est pas rentable. On va perdre plus de temps à faire la pièce qu'à gagner de l'argent. Les plus grosses magouilles, on va dire, sur les pièces, ça va être de faire croire que tu as une pièce de 2 euros entre les mains, que tu la donnes à la boulangère, et que en fait c'est une pièce de Turquie, de Thaïlande ou quoi que ce soit qui ressemble à une pièce de 2 euros, et la boulangère va pas faire gaffe. Après, dans les billets, contrairement à l'idée reçue, c'est pas le billet de 500 qui est plus contrefait, c'est le billet de 20 qui est le plus contrefait, puisque quand on a un billet de 500 entre les mains, forcément on se méfie si c'est un vrai Ouais, ou pas. direct. Alors que le billet de 20, on se méfie moins, parce qu'on se dit, bon, c'est 20 euros, donc voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Et c'est pour ça que, alors je sais pas si vous avez vu un peu aux infos, si vous avez vu un peu vos billets changer, mais les billets euros ont changé depuis plusieurs années. Alors ça s'est pas fait en une seule fois, justement, chaque année ou tous les 2 ans, je crois. Enfin, il y a un programme où c'est chaque billet qui change, et donc ils ont un petit peu changé, justement parce que on s'est rendu compte que les billets de 20 étaient beaucoup modifiés et qu'il fallait remettre des clés de sécurité, et puis la technologie a aussi avancé. Donc on a rechangé nos billets pour qu'ils soient plus facilement, moins facilement falsifiés, voilà, au fur et à D'accord. mesure. Mais dans l'histoire, ça s'est beaucoup fait, parce qu'il y avait des intérêts quand il y avait des crises économiques, de faire des faux billets ou des fausses monnaies, parce que quand on était pauvre et qu'on n'avait pas le choix, il fallait bien survivre. Et oui, Ouais, il n'y ouais, avait pas les bien machines à sûr. l'époque pour surveiller, etc. Puis même les monnaies n'étaient pas aussi claires et aussi nettes qu'aujourd'hui, donc c'était plus facile de faire des faux. Et puis, moi, l'exemple que j'adore citer, et que c'est un de mes faits historiques que j'adore, là, tu pourras mettre, par exemple, les photos liées à l'opération Bernard. Ok. En fait, alors, bon, c'est pour revenir encore aux nazis, hein. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a voulu gagner la guerre sur tous les plans, donc politique, économique, au niveau territoire, etc. Et au lieu de passer par les armes, l'idée de déstabiliser les pays étrangers en les déstabilisant sur l'aspect économique. Et donc là, vous voyez en photo, donc c'est un billet de 5 pounds, 5 Punaise, livres, pardon. ils font Ah si, c'est vraiment. ça. 5 pounds. C'est le truc que t'as imprimé chez toi avec Donc là, pour imprimé avec l'anecdote, ta c'est un Canon vrai, là. c'est un vrai billet, donc anglais. Donc moi, c'est D'accord. pas un faux que j'ai. Mais en fait, l'Allemagne a décidé de réunir dans un camp de concentration des experts d'imprimerie, de calligraphie, justement même des faussaires. Je crois que il y avait un faussaire italien qui était très connu pour faire des faux billets. Et en fait, ils ont monté une opération pour essayer de faire des faux billets anglais. Et après, d'inonder le marché de ces faux billets pour déstabiliser complètement l'économie, que le pays et les citoyens se disent, en fait, l'argent qu'on a en notre possession, on ne sait pas si c'est des vrais, si c'est des faux, donc on ne peut plus avoir confiance en l'économie anglaise et en la valeur de ces billets-là. Donc ça a mis du temps, et ils ont presque réussi, parce que même la banque suisse s'en est pas aperçue, puisque les Allemands, avec leur toupet,
Et leur arrogance sont allés ensuite. Il y a un Allemand qui a été à la Banque de Suisse et lui a dit je crois que mon billet est faux, est-ce que vous pouvez vérifier? Lui, il savait que c'était un faux billet produit par l'Allemagne. Ils Et ont le pas trop banquier vu. en Suisse a dit non, non, c'est un parfait, il y a pas de souci, c'est un bon billet, il n'y Et a lui, pas il est de problème. ressorti Donc là, avec le ils gros avaient la balle. sourire. Et donc là, ils étaient contents. Mais le problème, c'est comment distribuer les billets, parce qu'au départ, ils voulaient le bombarder au-dessus de l'Angleterre. Mais bon, aujourd'hui, en France, on a des billets qui tombent du ciel réellement. Est-ce que les gens se ruaient dessus en disant mais c'est quoi ce truc? C'est pas normal. Mais comment Je pense injecter que oui. ces billets dans l'économie? Donc c'est les alliés, les espions qui les injectaient au fur et à mesure dans le marché et puis ça a continué puisque on a eu des traces de ces faux billets-là jusque dans les années 80 en circulation dans le monde. Ouais. Ce qui est monstrueux, hein. Il y en a eu tellement partout et on s'est rendu compte au fur et à mesure des années, même après la guerre, qu'ils en avaient produit une quantité énorme et qu'il y en avait partout dans le monde. Pendant Malgré 50 que ans. l'Angleterre, après ça, a changé ses billets, mais forcément, ça avait encore cours et ça a changé. Et donc là tu avais mis la photo du plongeur pour la petite histoire. Attends, je remets du coup, C'est pardon, que, excuse-moi. non, c'est pas très grave. C'est que derrière, en fait, l'Allemagne a senti le vent tourner. Ils ont voulu cacher toute cette opération-là. Et en fait, ils ont rempli des caisses en bois avec les faux billets, plus tous les documents liés à cette opération top secret Ah, dans un lac d'accord. en Autriche. Oui, je crois que c'est en Autriche ou en Suisse. Et en fait, les habitants ont dit, voilà, aux Américains, oui, on a vu les pièces dans le lac. Alors tout de suite, on a Mhm. pensé au trésor nazi qui fait Oui, rêver bah tout ouais. le monde. Et en fait, en remontant les caisses, ils ont découvert ces billets-là et puis tout l'historique des gens qui ont travaillé dessus dans C'est le tout camp aussi de intéressant, hein. concentration. Et en fait, c'est pour ça que cette histoire est connue et assez bien détaillée, puisqu'en fait, on a tous les documents officiels des nazis qui racontent toutes les périodes, toute l'avancée de l'opération-là. Et en fait, on a découvert ils étaient presque parfaits, et là tu peux remettre là après. C'était presque parfait, sauf un petit détail. Donc c'est un filigrane. En fait, un filigrane, quand vous regardez les billets par transparence, vous Allez, avez chut, toujours des dessins qui apparaissent, des lignes qui apparaissent. Et en fait, il y avait un petit détail, c'est que il y avait un trait qui était un petit peu différent. Donc là, vous voyez la différence entre le vrai et le faux, c'est que le Hmm. trait sur le vrai vient on va Sur dire la sur le coin gauche du et L l'autre au milieu, ouais. et l'autre en plein milieu. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu et qu'on a su distinguer les vrais des faux billets. Putain, c'est vraiment tout petit. Alors ça se trouve, il y a peut-être d'autres petites différences comme ça, mais tu vois le niveau d'expertise et d'expérience, C'est ça. ouais. c'est assez incroyable. C'est ça. C'est vrai que c'est compliqué, hein. Et en fait, l'histoire qui est aussi un peu marrante, c'est que donc Bernard, donc le chef allemand, il était à la base au front de l'Est et on lui a donné cette opération-là à mener. Sauf que lui, il voulait pas retourner sur le front de l'Est, donc il avait dure 2 ans et puis qu'au bout de 2 ans, on arrive à faire les faux billets et puis qu'on lui dise c'est bien gentil, merci à toi, maintenant tu vas retourner sur le front de l'Est. Chez les Russes, peut-être mourir sous moins 40 degrés. Donc, à un moment donné, il essaye de pas trop faire avancer l'opération. Et puis pareil, les gars dans le camp de concentration qui aidaient à faire ces billets-là, ils n'avaient pas intérêt que la mission elle réussisse tout de suite au bout de 2 ans. Parce que s'ils réussissent, ils vont dire merci, vous nous avez bien servi, on va vous tuer, c'est fini. Ah d'accord, donc Donc en ils fait, essayaient de faire durer Gagner du la temps. mission. c'est ça. Les deux parties avaient intérêt que cette mission ne soit pas écourtée et dure un petit peu de temps. Mais en même temps, il fallait pas que les gars du camp de concentration fassent saboter le truc parce que derrière, les nazis allaient dire écoutez de nous, vous êtes pas bon, merci, au revoir, on prend personne. Hmm. Donc, il fallait faire ça assez subtilement. Et alors, il y a des anecdotes où il y a un gars, justement italien, un peintre, qui dit oui, j'ai besoin que vous alliez dans ma maison en campagne italienne chercher un pinceau parce que c'est un pinceau fait avec des poils de tel animal qu'on retrouve en Mytho.com, Italie quoi. pour que je puisse imiter le truc. Et du coup, ça fait durer l'opération et l'opération. Mais en même temps, le chef allemand était aussi un peu, soit pas fait en 2-2. Et quand les Américains ont libéré le camp de concentration, ils ont découvert que les Allemands étaient en train de faire la même chose sur le dollar américain. D'accord. Alors, deux petites Et secondes, ton micro il coupe de temps en temps. ah, Alors, je sais pas si Saccade un peu. ça je saccade sais un pas petit si. peu de temps en temps. Bon, c'est pas Pardon. dramatique, hein. C'est pas dramatique, mais je veux dire, voilà, il y a des petites coupures de temps en Pourtant, temps. j'ai rien changé, mais bon. Vous me dites s'il faut répéter. T'inquiète. Et du coup, Pardon, ils voulaient excuse-moi. faire la même chose avec les Américains et on s'est dit que réellement, s'ils avaient mis moins de temps et réussi à inonder aussi le marché américain,
ça aurait été vraiment une catastrophe économique et ils auraient pu peut-être gagner la guerre avec Sur ce autre stabilisme. chose Ouais. que l'aspect Parce militaire. que, Aurait parce eu que plus derrière, d'impact sur les Américains, à mon avis. ah Ouais, 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 puis ouais. derrière, c'est que en fait, les Anglais, derrière, ils disent à sa population, les billets que vous avez entre les mains, ils sont peut-être vrais ou ils sont peut-être faux. Donc peut-être que vous avez réellement de l'argent ou peut-être que vous n'avez vraiment pas d'argent entre les mains et que votre billet que vous avez, il n'a pas de valeur. Et là, Hmm. ça peut monter une crise sociale, une crise économique importante dans le pays. Et puis derrière, on est en temps de guerre. Donc forcément, ça impacte beaucoup de choses. Et en D'accord. fait, pour la petite histoire, c'est que comment ils ont découvert qu'il y avait des faux en circulation? C'était un monsieur en Angleterre c'était alors un psychorigide puisqu'il notait tous les numéros de billets qu'il voyait passer sous ses yeux. Et un jour, dans la même liasse de billets, il y a 2 numéros identiques. Et là, il se dit, c'est pas possible qu'il y ait 2 numéros identiques puisque les Ah numéros sont ouais. uniques pour chaque billet. Et donc, il fait remonter l'information et là, les Anglais s'aperçoivent qu'il y a des faux billets qui sont en circulation actuellement partout dans le monde et qu'on vient de s'en rendre compte seulement maintenant. Mais par contre, on ne sait pas qui les a produits, même si à l'époque, on se doutait bien que ce n'était pas les Américains et que c'était plutôt le camp adverse. Et en fait, ils ont gardé le secret parce qu'ils ne pouvaient pas dire du jour au lendemain, faites attention, il y a Ouais, des la faux billets de partout. population Parce que ça allait faire sur la la même chose que panique, je ouais. viens de vous dire avant. On n'a plus confiance dans les billets. Puis tout le monde se serait rué à la banque pour retirer son argent avant qu'économique ou quoi que ce soit. Donc en fait, les Anglais, ils ont eu l'information, mais ils pouvaient rien dire. Parce que sinon, ça allait faire le bazar. Et c'est D'accord. bien après qu'ils ont annoncé que ce billet-là était faux, qu'il a été avec l'opération et tout ça. D'accord. Tu as abordé plusieurs sujets qui étaient intéressants, notamment liés, à la valeur monétaire qu'on peut échanger à la Banque de France, comme son poids Mm. en or, son coût en or en Ouais. tout cas. C'est En toujours fait, d'actualité aujourd'hui? ouais, pour faire simple, un pays ne peut pas produire l'argent qu'il veut. Moi, on imagine que je construis mon propre pays dans ma maison et je prends une imprimante, je dessine un billet à foison et puis je dis que je suis milliardaire de ma propre valeur, De ta propre enfin de monnaie, mon propre pays et de ma propre monnaie. Le problème, c'est que c'est pas possible parce que n'importe quel pays le moins riche du monde pourrait faire autant de billets qu'il veut. Ça ne coûte rien de faire un Mmh. billet, hein, clairement. Et puis tout le monde serait riche, sauf que aucune monnaie n'aurait plus de valeur qu'une autre, aucune monnaie serait forte ou faible, et puis tout le monde serait riche. Donc en fait, tout le monde serait pauvre ou tout le monde serait riche, il n'y aurait pas de hiérarchie. Et justement, nous, on a l'Union européenne qui dirige tout ça, et en fait, on ne peut pas produire autant d'argent qu'on veut, mais il faut qu'on justifie l'argent qu'on a. Et chaque pays a des réserves d'or qui D'accord. justifient l'argent qu'on a réellement dans nos caisses, donc la Banque de France. Et la Banque de France a tant de kilos ou de milliers de tonnes d'or, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de produire autant d'argent, autant de pièces de monnaie, autant de billets chaque année, sans qu'on déstabilise notre économie aussi à terme. Puisque si vous avez un petit peu de notion d'économie sur l'inflation, etc., c'est ça, c'est qu'on produit plus de monnaie et du coup elle perd sa valeur. Et donc, Ouais, si ouais. elle perd sa valeur, ça stabilise l'économie. Et puis le pouvoir d'achat, c'est intimement lié. Et donc nous, l'Union européenne, nous autant et tant par année parce qu'on justifie de l'or qu'on a. Alors, il n'y a pas que l'or en physique, puisque on a des dettes qu'on doit payer hors On en a beaucoup, ouais. à d'autres personnes. Et puis voilà, on a des richesses quand on vend des Rafales qu'on produit, des avions, des Airbus, enfin oui, des ça. Alors là, ça Donc coupe beaucoup. c'est Est-ce que tu peux pas, toucher un peu ton ah, micro? pourtant Un téléchargement en cours. non, non, j'ai rien en cours, mais c'est peut-être le réseau qui faiblit. Ça marche. Bah, peut-être par le micro peut-être un peu Mets une plus pièce de près. monnaie dans ton ordi. Est-ce que là Crédit. vous m'entendez mieux ou pas? C'est très bien là. Ah, bon donc du coup oui, il n'y a pas que l'or, parce qu'on vend des choses aussi aux pays étrangers, puis on a aussi des dettes parce qu'on achète des choses aux pays étrangers. Mais en gros, voilà, c'est régi par l'Union européenne et c'est un peu comme ça dans d'autres pays aussi. Sinon, ça serait l'anarchie Mmh. et la monnaie n'aurait plus de valeur. Est-ce qu'on a d'autres questions, mon cher Bien sûr. Skyred? Bah, En n'hésite parlant de pas valeur, à vas-y. oui. Non, je t'en Non, prie, vas-y. vas-y. Non, toi d'abord. Non, pas demain. Non, en parlant de valeur, du coup, Sibelle Pierre demande quelle avait la valeur de ta plus grosse pièce.
Ouais, c'est une question qu'elle m'avait envoyée aussi. Mais vas-y, je t'en prie. Alors, il y a Je- deux valeurs. Est-ce que c'est la valeur faciale, donc c'est-à-dire la valeur qui est inscrite sur la pièce de monnaie, ou est-ce que c'est la valeur qu'elle a si je la revendrais Sur... Je Ah, pense sur que un tu peux marché? nous dire les deux, la Ouais. rareté et la valeur en argent. bonne, Alors, ouais. la valeur en argent, ça sera forcément un billet allemand de l'entre-deux-guerres, parce que il y avait des économiques avec une grosse inflation. Donc, il me semble que le plus gros billet, je dois avoir un billet de 1 ou 10 billions de marques. Hein? Ce qui- Hein? Ça fait 2 centimes d'euros, quoi. Alors oui, pour l'époque, c'est rien, mais du coup, avec l'inflation, c'est la Voilà. plus grosse valeur avec le plus gros nombre de zéros que je peux avoir sur Ça un... te rapporterait combien sans indiscrétion? Comment ça? Si à l'époque en Tu la euros? vendais? Ah ouais, si tu la vendais, cette Si tu la pièce. vends maintenant Ah à un autre bah, collectionneur? ce billet-là, il vaut... alors, ça dépend son état et puis ça dépend lequel, mais des billets qui valent pas très cher, hein, c'est des billets que tu Ah peux trouver en ouais? très bon état autour de 10-20 euros. Hein, c'est pas... Ah Bah, mince. D'accord. Parce que le truc, c'est qu'avec l'inflation, alors oui, il a un très grand nombre, sauf qu'il y en a, ils en ont fait mais des millions et des milliards de ces billets-là, donc on en trouve Ah. beaucoup, beaucoup sur le marché, donc ils n'ont pas une grosse valeur ni une grosse rareté. Mais dans ta Et- collection, t'en as bien qui a la plus grosse valeur que tu pourrais revendre? alors oui, j'ai des monnaies qui valent un petit peu d'argent. C'est ça qu'elle Euh, voulait savoir, je crois. alors par exemple, tu peux mettre la 10 centimes Napo si tu veux, si faillique. Mais La- elle veut savoir où t'habites aussi. Ça c'est top secret. Alors attends, du J'habite à coup, la Banque de France, dans un blocos. comment s'appelle la pièce que tu veux 10, montrer? 10 centimes Napo. 10 centimes Napo. Oh. Bon, si c'est 10 centimes, ça va. Bah justement, c'est pas parce que c'est 10 centimes qu'elle vaut pas grand-chose. En fait, pour raconter l'histoire de cette pièce, C'est un fou. enfin la double histoire, donc cette pièce-là, c'est un essai. Donc en fait, quand on change de système monétaire ou qu'il y a un changement de roi, de démocratie, souvent, voilà, on fait des nouvelles pièces de monnaie pour justement refaire de la propagande, de la communication dessus. Et puis des D'accord. fois, l'économie change un petit peu. Donc on propose à des personnes, donc des artistes, de faire des propositions de dessins. Et cette pièce-là, c'est ce cas-là. Napoléon a fait, ouvert le concours à plein de personnes. Et il y a eu plein de propositions. Et avant d'être validé, on doit les imprimer, on doit les faire en vrai pour voir à quoi elles ressemblent et pas que. Et Pas donc que ça, c'est un sur un essai. papier, quoi. Voilà, ça c'est un essai donc, qui a été proposé à Napoléon pour faire une pièce de 10 centimes. C'est pas la pièce qui a été acceptée. Donc forcément, la pièce qui a été acceptée a été produite par la suite en millions d'exemplaires. Par contre, ces pièces-là qui datent, qui sont issues du concours, on va dire, ont été produites à 10, 20 exemplaires maximum, juste pour faire une petite production et puis montrer à quoi ça allait. Et donc cette pièce-là, je l'ai achetée à un Allemand. J'ai acheté un lot avec d'autres pièces et en gros, celle-là, je l'ai eu pour 50 euros. Aujourd'hui, si je la vends sur un marché de collectionneurs et si je trouve deux trois gars qui seraient intéressés, je pense que je pourrais en tirer minimum 400 à 500. Ah ouais, alors qu'il y a marqué 10 centimes. Putain, c'est incroyable. C'est ça. Surtout qu'elle est en très bon état. Et puis, on va dire que le marché autour de Napoléon, que ça soit dans les pièces de monnaie ou aussi dans les objets, et c'est un marché qui est beaucoup plus développé que période où un personnage historique. C'est que les collectionneurs de Napoléon, il s'appelle Jean-Pierre Chalençon, oui c'est ça. Je connais Alors Jean-Pierre c'était le Coff, monsieur, c'est peut-être pas le même. c'est le monsieur avec les grands cheveux bouclés, une grosse touffe avec des lunettes qui faisait l'émission sur la 2 où il y a des trucs aux enchères là. Ah oui, je vois qui c'est. Ah, Oui, ouais. oui, je vois Voilà. qui c'est. Une armoire, ouais. C'est ça. Et donc lui, c'est le plus gros collectionneur français, voire du monde, de Napoléon. Et c'est vrai que Ouais, le donc marché autour de celle-ci, il l'a, quoi. Napoléon est... Alors, je sais pas, faudrait lui demander. Je sais pas s'il fait les pièces de monnaie ou pas. Et lui, il fait Peut-être d'autres objets, les peut-être. tenues, les Ouais. de Alors, je sais décoration. qu'il avait été, en fait, on avait retrouvé une feuille d'or de la couronne de laurier de Napoléon Wow. et qui avait été mise aux enchères quelques années. Et donc lui, c'était le seul Français qui s'est battu pour essayer de la récupérer. Puis elle est partie alors je sais plus combien le prix, mais c'était assez cher. Et c'est un Chinois qui l'a racheté parce que malheureusement, lui, il avait pas moyen Il avait les moyens. Ouais. de l'acheter.
Mais et c'est dommage que C'est le patrimoine dommage que... n'existe pas en France, On est mais comme quoi, d'accord. même les Chinois s'intéressent à Napoléon. Donc Alors, autour est-ce de qu'ils s'y Napoléon intéressent pour en l'histoire ou est-ce France. qu'ils s'intéressent pour la revente? La revente, je pense. Je ne sais pas, je ne sais pas, je Ouais, spécule. je sais pas, mais ouais. Donc voilà, Alors du coup, j'ai Nimis, j'ai une des. question là-dessus. Est-ce que tu connais la raison pour laquelle il y a on dirait le symbole, le laguiole, en bas de la pièce? Alors c'est une abeille. Donc Ouais, ouais, j'aurais donc dû une c'est la abeille gueule. aussi. En fait, il y a sur les pièces de monnaie, tu as t'as différentes informations. Donc tu as forcément la valeur de la pièce, t'as la date toujours. Tu as forcément quelque chose qui fait référence au pays. Donc nous, c'est française, qui est souvent marqué dessus. Et en fait, après, tu as deux petits symboles que tu peux retrouver, des petits dessins. Et parfois, c'est des lettres. Il y a un symbole ou une lettre qui va représenter l'atelier qui a produit la pièce de monnaie. Donc en fait, l'atelier, ça, en France, aujourd'hui, il n'y a plus que Bordeaux qui produit les pièces de monnaie. Mais avant, il y avait beaucoup de villes en France qui produisaient elles-mêmes ces pièces de monnaie parce que c'était régionalisé, on va dire. Pas Paris qui fait des pièces pour toute la France. Donc il y avait plusieurs ateliers de frappe partout en France. Donc il y en avait à Lille, à Bordeaux, à Paris, à Lyon, etc. Et chaque atelier avait ce qu'il mettait sur la pièce pour dire ben, cette pièce-là, Marque de elle est issue fabrique. de tel atelier. Voilà, une marque de D'accord. fabrique. Et il y a d'autres symboles qui apparaissent. Souvent, c'est des petits dessins. C'est en fait un symbole qui représente le graveur, donc la personne qui a dessiné la pièce. Ah, Alors parfois, d'accord, on ils avaient leur retrouve. petite signature perso sur C'est les ça. pièces. Alors, des fois, on retrouve une signature où on voit le nom de la personne. Et parfois, c'est sous un symbole. Donc, ça peut être une abeille, on a un dauphin, on a un an, on a une couronne, des étoiles. En fonction des périodes et des graveurs, on a un symbole. Ok. D'accord. Donc, voilà la petite abeille. Alors, je sais plus si l'abeille fait vraiment référence au graveur et puis j'ai plus son nom en tête, comme ça. Mais voilà, généralement, quand on retrouve des petits dessins ou des petites lettres, c'est pas pour la beauté de la pièce, ça fait référence voilà, au D'accord. graveur ou à l'atelier de frappe. Ok, très bien. Merci beaucoup. Et comme, et Ah comme non, on t'as encore parle des choses à d'atelier dire, de, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, non, comme on parle excuse-moi. d'atelier de frappe, tu peux mettre frappe au marteau, frappe au balancier et frappe moderne. Comme ça, on va voir un petit peu avec 3 images l'évolution de comment on Alors, faisait des pièces de frappe au monnaie. balancier. La première, c'est Alors déjà celle-ci. frappe au marteau. Je sais pas si on voit ou pas. Du Dans coup, ce t'as cas, pas de montré. l'autre, vous voyez pas. Ah, Je te l'ai pardon, dit 2 fois. je suis désolé, j'avais pas fait attention. Parce que j'ai eu un petit, un petit couac. D'accord, donc, C'est pas très grave. voilà. Donc, attends, je remonte vite Donc fait. Donc ça, c'est la frappe au marteau qu'on a voilà, expliqué tout à l'heure. c'est ça. Et l'autre, Donc en gros, on a un marteau avec un coin. Donc le coin, c'est la pièce métallique qui vient permettre qui vient de taper dessiner sur la pièce de métal. C'est ça. Voilà. Et Et, l'autre, voilà, celle-ci au balancier. Pardon, excusez-moi. et donc après, c'est une frappe au balancier. Donc c'est une technique donc plus récente qu'on a développée après la frappe. Et en fait, c'est une presse. Donc on a une sorte de bras au-dessus avec 2 poids qu'on lançait, qu'on faisait tourner. Et en fait, avec la centrifuge et le poids aux extrémités de cette pièce-là, ça donnait de la force. Et derrière, c'est un pas de vis qui vient écraser donc le coin, donc la pièce métallique qu'on a gravée, sur le métal qu'on a mis en dessous. Donc, ce qui permet d'avoir des frappes plus précises, puisque c'est dans un axe. Et puis, on a aussi centralisé et coincé le métal en dessous pour qu'il ne bouge pas au moment qu'on est frappé. Et donc, voilà, il y en a différents types, différentes tailles. Alors là, sur la photo, ça doit être, ça doit tenir sur un bureau, ça doit faire 1,50 m de haut. Il y en a qui sont vraiment énormes, qui peuvent 2 mètres. Il y en a des petits formats beaucoup plus petits. Et on a des techniques un petit peu différentes. Donc, je sais qu'il y a une frappe au mouton. Donc, c'est un peu un système pareil de poulie comptée, plâche derrière pour que ça redescende sur un. Et là, ce que tu es en train de montrer, C'est un du peu coup, plus haut ça, niveau, c'est la frappe, enfin, on va dire la frappe moderne. C'est des instruments qui gravent au laser sur une pièce métallique. Et puis après, c'est des pièces des qui. foreuses, des petites foreuses. Voilà, ça. Donc là, en fait, si tu veux, ça, c'est un. Donc là, ce qu'on voit, c'est la grave du coin. Donc la partie au milieu, c'est le coin, donc c'est ce qui va permettre de frapper la pièce. Et donc c'est forcément tout en négatif, puisque après quand Oui. ça va être sur la pièce, ça va être en positif. Et souvent on part sur des gros modèles en plate. Donc forcément on travaille pas à taille 1, puisque pour un dessinateur de graver dans au niveau d'une taille d'une pièce d'1 centime, c'est un travail énorme et c'est fatigant. Donc on travaille sur des plus grosses pièces en plâtre, et après c'est une machine qui copie en fait le plâtre sur le métal de manière plus petite pour que ça soit, la taille de la pièce sur la frappe. D'accord, ok. Bon, après, voilà, c'est des techniques un petit peu plus modernes. Et comme ça, on a vu un petit peu l'évolution.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a très précis sur NEC, n'importe quelle pièce, que ça soit la première frappe ou la dernière, tout le temps les mêmes, alors qu'à l'époque, quand on était au marteau, c'était aléatoire, donc même la même pièce ne se ressemblait pas parce que c'était trop aléatoire et que c'était trop archaïque, on va dire, pour faire des copies conformes à l'identique et avoir tout le temps les mêmes pièces. En Ça masse, marche. ouais. Du coup, on va Oui. avancer un petit peu. J'ai une question de Captain Eric qui nous demande, à terme, qu'envisages-tu de faire de ta collection? Un don, peut-être à ta descendance, peut-être que tu envisages de terminer ta collection. J'ai terminé ce que je voulais collectionner, peut-être de faire une exposition, un musée, etc. Qu'est-ce que tu comptes faire de cette collection? Alors, pour répondre aux plusieurs questions, terminer une collection, c'est presque impossible. À part si c'est une collection, genre, je veux, par exemple, toutes les pièces européennes du début de l'euro, ça c'est faisable, tu vois. Oui, il y a des thématiques faciles puisque il y a des pièces qui sont arrêtées ou qui sont limitées en nombre d'exiles, entre guillemets, de toutes les avoir. Ouais. Pièces qui sont rares, qu'il faut peut-être des millions d'euros pour l'avoir. Et puis forcément, si on collectionne les euros, tant des nouveaux dans l'euro, ça s'arrêtera avant ma mort. L'euro, ça je sais pas. Si jamais je faisais l'euro. Donc déjà, arrêter la collection pour moi c'est pas trop faisable. C'est inenvisageable. Je pense pas que. Enfin voilà, moi je collectionne là en ce moment particulièrement les pièces autour des Jeux Olympiques. Donc forcément les Jeux Olympiques, il y en aura au fur et à mesure des années. Il y aura plusieurs pièces, donc c'est impossible pour moi de la finir, sauf si les JO s'arrêtent à un moment donné. Mais déjà, rien qu'à voir les pièces qui font référence aux JO dans les anciens JO avant maintenant, ça fait déjà beaucoup de monnaie. J'aimerais faire une exposition de ma collection avant ma mort, ça c'est sûr, pour la montrer au grand public et faire découvrir ma passion encore sous une autre forme que sur Internet, mais en physique, et de faire un musée peut-être temporaire ou quoi que ce soit sur une thématique spécifique. Pourquoi pas en travaillant avec une ville ou avec aussi les écoles pour dire tiens, c'est bien de s'intéresser à l'histoire aussi. s'intéresser à l'histoire et tout ça, faire découvrir. Et en parlant de ça, la quantité de ta collection, en global, t'en as combien, pièces, billets? Alors comme ça de tête, je dois être à plus de 8200 pièces. Ah ouais, effectivement. En billets, je dois être pas loin, je dois être entre 150 et 200 billets. Après, il y a les médailles et les jetons. Mais alors vous allez dire, c'est énorme, c'est incroyable, ça doit valoir beaucoup d'argent. Moi, je dis toujours que la quantité fait pas la qualité. Ouais. Donc, je connais des personnes qui ont une collection d'une centaine de pièces et qui ont 10 millions de fois plus de valeur que la mienne, parce que c'est des pièces super rares, qui sont super précis dans une thématique, des pièces en or ou pas. Et en mithril. En fait, c'est pas la. Comment? En mithril, pièces en mithril. C'est quoi les pièces en mithril? c'est là. Non, c'est une connerie. Continue. Je connais pas ça. Ça me fait rire. Parce que on pourra parler après des pièces modernes, enfin le futur des pièces de monnaie avec la technologie pour les collectionneurs, et ils font des trucs maintenant incroyables avec d'autres du pourquoi. Non, mais c'est une connerie. Mais et en fait, la quantité fait pas la qualité ou la valeur. Pareil, je connais des gars qui ont beaucoup plus de monnaie que moi parce qu'ils collectionnent que les pièces de 1 centime français, euro, ou toutes les pièces de 1 centime euro. Il peut en avoir 10 000, 100 000, une pièce astronomique, mais bon, clairement, à part la valeur de 1 centime, ça vaut pas grand-chose, quoi. Donc en fait, c'est pas la quantité qui fait la valeur. Je peux sauter sur une question du coup, si Oui, elle la vas-y. demande, si tu les ranges dans des albums ou dans des boîtes, toutes ces pièces, tu les ranges où? Eh ben alors, si fake, tu peux, je crois que je t'ai envoyé des photos, tac, collection, ouais, ça doit être ça, collection. De toute manière, après, on se fera un brassage de toutes les photos que tu m'as envoyées, parce qu'il y en a qui sont très très intéressantes. Alors ça, c'était une photo que j'ai prise il y a très très longtemps quand j'ai commencé à collectionner, et puis je me suis dit tiens, je vais essayer de prendre un peu ma collection en photo. Je me rappelle de ceux-là là. Il y a différents moyens de rangement, et puis ça propre à moi, mais on dirait Iron Man. Pardon. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a les systèmes de classeurs. Alors forcément des classeurs avec des pochettes plastifiées spécifiques pour ranger les pièces ou les billets dedans. T'as des fichiers Excel? Comment? T'as des fichiers Excel où t'as tout noté? En fait, j'ai un site internet qui le fait pour moi. Voilà, c'est ça. Un site français
où je répertorie ma collection et je peux exporter ma collection sous un fichier Excel sans problème. Donc oui, il y a les classeurs. Tu vois là, les boîtes qu'on voit à l'écran, c'est des boîtes de pêche ou des boîtes de trucs d'outils que tu vas au Roi Merlin acheter ça pour mettre les vis dedans. Moi, je m'en suis servi pour mettre les pièces qui n'ont pas vraiment de valeur, mais j'ai des boîtes des continents, donc c'est le continent européen, africain, et puis je les classe un petit peu par pays. Après, il y a des plateaux. Alors des plateaux, c'est des petits plateaux avec du velours, avec Donc là, pour un les pièces espace. plutôt importantes, tu vois, ta Rare, ouais. pièce d'1 Ouais, euro classique, là. c'est ça. Bon, pas forcément. Après, enfin, c'est plus visible et à présenter aussi. Souvent, les collectionneurs, ils ont ça. Puis quand ils font des salons, ben, c'est sous verre. Donc déjà, c'est protégé des doigts ou des voleurs. Donc il faut vraiment forcément sortir le C'est plateau d'un peu électrifié. du... Non, quand même pas. Et du coup, ouais, tu as différents types de rangements. Après, tu vois, les pièces en pas de valeur, je les mets dans des caisses tout mélangées pour dire que c'est tel pays pour que ça soit un peu rangé. Les pièces de valeur, elles sont sous capsules. Donc, c'est des petites capsules plastiques qui font pile poil la taille de la pièce et qui permettent de la manipuler facilement Faut sans l'ouvrir. l'abîmer et laisser des traces. Après, il y a des accros des classeurs, il y a des accros des boîtes, il y a des accros tulles. Attends, je vais te D'accord. montrer, tu vois. Donc, en gros, attends, je vais écarter un petit peu le micro. Donc là, c'est pas forcément un plateau, c'est plus une boîte. Mais en gros, tu vois, ça fait une boîte avec du velours à l'intérieur, puis ça te fait des Ah, petites ok. Tu cases peux pour la ranger les monter un pièces. petit peu? Ouais, pardon. Ah oui, parce que Ok, j'ai le parfait. délai. Ah ouais, Donc, d'accord. Ouais, c'est très donc voilà, Ah propre, ouais. hein, c'est très très propre. c'est des petites boîtes. Puis si tu veux, ça te fait un petit velours pour justement que la pièce soit pas sur du bois ou du métal pour la rayer. Donc ça, c'est pas un plateau, c'est un petit coffret en bois, mais le plateau, c'est un peu l'équivalent, quoi. C'est des petits tiroirs comme ça que tu as dans une petite boîte, et c'est des tiroirs à velours avec différentes tailles de trous pour mettre les pièces ben, plus ou moins grandes. D'accord. Voilà pour les détails du rangement des pièces de monnaie. Ça marche. Du coup, Skyred, je t'en prie, avance sur les questions. J'ai une question de Captain. Quel serait pour toi le saint Graal dans ta passion? Alors, L'objet que tu convoites le plus? Ah, il y en ouais, a c'est une bonne beaucoup. question. Il y en a beaucoup. Il y en a 16 000, donc on va Euh, dire les 16 000. Il y en a forcément un que tu veux plus que tous. Ouais, alors il y a des pièces comme ça qui ont beaucoup de valeur que j'aimerais bien avoir dans ma collection, mais il y a une pièce particulière que j'aimerais bien avoir pour pouvoir raconter son histoire et l'avoir face aux yeux et surtout ce qu'elle représente pour nous. Donc là, je l'ai en photo. Donc Sifaïk, la photo s'appelle tac 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 Franc à cheval. Voilà. Je vais vous expliquer Waouh, toute cette histoire. déjà, elle est Toute l'histoire. très très belle. Waouh, d'accord, ok. Donc je vais vous raconter l'histoire Ah ouais. derrière C'est cette beau, hein. pièce de monnaie-là. Ça, c'est beau. Donc pour vous dire, moi je collectionne, parce que je ne l'ai pas trop précisé, je collectionne plutôt les pièces modernes, on va dire du 19e siècle à nos jours. Donc je fais pas du tout Moyen-Âge, Antiquité, je suis pas du tout un spécialiste là-dedans, même si j'en ai un petit peu par curiosité pour en avoir et montrer à quoi ça ressemble. D'ailleurs, on pourra regarder après les différentes époques à quoi ressemblent les monnaies. Donc là, c'est plutôt 14e siècle. Et en fait, l'histoire, c'est Jean II le Bon, donc c'est le roi de France, qui a été fait prisonnier par les Anglais. Et les Anglais demandent une rançon pour libérer le roi. Sauf que nous, en France, on s'est dit, ok, on va libérer le roi, mais on veut garder un petit peu d'ego et on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Avant, on envoyait des monnaies d'or pour libérer le roi. Sauf que là, on s'est dit, on va garder notre ego et on va faire des monnaies spécifiques qu'on va envoyer aux Anglais pour libérer le roi. Et en fait, c'est cette monnaie-là qui s'appelle le franc à cheval. Donc, en gros, dans l'ancien français, franc, ça voulait dire libre. Donc, le franc à cheval, donc c'est le roi libre qui est à cheval. Donc, on a représenté notre roi qu'on a libéré par la rançon qu'on a donnée, Ah, et on c'est l'a mis trop sur un cheval bien. pour le Ah ouais, on libérer, voit pour bien dire que le roi voilà, sur le cheval, ouais. qu'on est Ah, libre. Et c'est en fait, trop cool. le mot franc vient de cette pièce-là, puisque dans le vieux français, D'accord. le franc, ça voulait dire libre. Et ben, en fait, on a gardé un peu le nom de à mesure jusqu'au franc qu'on a connu avant Ah, l'euro. c'est Et trop ça part de cette intéressant. pièce-là. Et France veut dire libre dans quelle langue? Latin? Par du En latin? ancien français. En ancien En français. ancien français? D'accord. Voilà. Et Trop donc, du coup, on a cool. envoyé plein de pièces en or comme ça, avec le roi sur son cheval, pour dire aux Anglais, on a libéré notre roi, mais en fait, voilà, peu importe ce que ça nous coûte, nous, on est toujours libre, on fera. Enfin, voilà, c'est un peu faire un pied de nez aux Anglais et pas leur envoyer de l'or pour libérer notre roi, mais en disant, voilà, on vous envoie le truc, on est d'accord, parce que sinon il va mourir, mais on garde un peu d'ego, On vous etc. donne Et en un fait, le truc mot un franc, peu sneaky, quoi. c'est ça. C'est un peu. Ah, c'est trop Donc, bien.
C'est une pièce qui a une grosse valeur, enfin grosse valeur, une grosse symbolique historique pour nous les Français, puisque c'est de là devient le mot franc qu'on a encore eu avant. Donc c'est quand même resté au fur et à mesure des années dans l'inconscient collectif que les pièces de monnaie, c'est franc et que ça reprend. Et puis bon, la monnaie est quand même très très belle, c'est en or, le sein est quand même beau. Donc toute la symbolique et l'histoire qui est liée autour, le fait que ça soit une pièce française, voilà, c'est une pièce que j'aimerais bien acquérir dans ma collection, mais voilà, c'est Ouais, une pièce. trouver, ouais. Alors, on en trouve sur le marché. C'est pas une C'est une pièce pièce qui qui est. est chère? Comment? Est-ce que c'est une pièce qui est très chère? Alors, c'est pas une des pièces les plus chères, parce qu'il y a plein de pièces qui pourraient valoir beaucoup plus que celle-là. Elle Mais vaut combien cette pièce? Il y a pas de, tu vois, on disait tout à l'heure, il y avait un numéro décrit pour savoir sa valeur. Là, on ne sait pas ce que ça vaut. si sur le cours du marché, aujourd'hui, on peut l'acheter voilà, autour des 2000 €. Ouais, En, en fonction, en fonction de son état, parce qu'on en a plein, mais il est plus ou moins abîmé. Donc en fonction de son état de conservation, ça va influencer le prix, mais ça tout le temps c'est une pièce qui est pas très grosse. Bon, elle doit faire en diamètre à peu près une pièce de 2 euros, entre 1 et 2 euros, donc c'est voilà, qui est pas énorme. Mais par contre en épaisseur qui est super fine, parce qu'au Moyen Âge en fait il n'y avait pas d'épaisseur de pièces, c'était des pièces vraiment très 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 fines. Donc il n'y a pas en quantité d'or. Alors je vais sur net. Il doit faire beaucoup, ouais. Peut-être que mes copains sur le chat pourraient dire à peu près le poids de Nella. Mais voilà, c'est peut-être autour des 4-5 grammes ou après Parce que d'or. je- Donc c'est ma rien. question, c'était quand à l'époque, bon, cette pièce, elle servait à rien, mis à part libérer le roi, mais c'était uniquement le poids en or qui déterminait le prix. Il n'y avait pas marqué, tu sais, genre, par exemple, je sais pas, ça coûte 1, 2, 3, je sais pas. Tu vois, avant, en fait, sur nous, nos pièces, il y a marqué Oui, 10 francs, tu vois, 10 euros, enfin 5 euros, Deux tu vois, pièces 3 d'or. euros. Ils Bah, ont comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'était tellement aléatoire la quantité de C'est trop métal bizarre. qu'on Ah non, je pensais pouvait que c'était mettre plus sur une grosse. pièce. C'est Non, non, incroyable. elle est pas très, très grande. Et ouais, en fait, c'était tellement aléatoire la quantité de métal qu'on mettait sur la pièce qu'on ne pouvait pas définir la valeur de la pièce de manière unique. Et en fait, à l'époque, les marchands utilisaient des balances pour dire bah, telle Ah. pièce fait tel poids et ça correspond à telle valeur si on l'échange contre de l'argent ou contre telle chose. Ah, d'accord. Donc une même pièce, Cool. c'était en fonction du poids. Et on a le poids précis de la pièce, c'est 3,88 grammes. Ouais. Merci Ah bah voilà. Oraquerox, merci beaucoup pour la précision. Merci les D'accord. copains. Ouais, j'étais un petit peu au-dessus, mais comme j'en ai Oui, jamais bon, eu, je sais pas ma t'inquiète. période et je connais Non, pas non, trop. non, il n'y a Mais pas, y a pas de problème, hein. Mais ok, c'est pour ça d'accord. que voilà, il faut demander aux experts des périodes-là. Et du coup, oui, c'est pour ça que ça a amené aussi au fur et à mesure une uniformisation des pièces de monnaie, puisque Mhm. chaque pays faisait la taille et le poids de la pièce qu'il voulait. Et donc, on en a parlé un petit peu en off. Voilà, c'est le Thaler, donc c'est voilà, on va dire l'Autriche actuelle, qui a un petit peu uniformisé ça, parce qu'avant on avait trouvé un étalon or, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord en Europe que les pièces en or faisaient tel et tel poids. Donc il y avait plusieurs types de pièces, mais qu'on était uniformisé sur le poids des pièces en or. Sauf que le problème, c'est que l'or, ça a forte valeur et ça se passe pas forcément sur le marché quotidien, puisque c'était des trucs un peu plus conséquents en valeur, et on va faire pareil avec les pièces en argent, et ça a un petit peu révolutionné le monde moderne des pièces de monnaie en disant les pièces maintenant, peu importe la valeur qu'elle a dans votre pays, puisqu'elle s'appelait, enfin peut-être qu'elle Ils avait auront tant la de même. francs, voilà, mais en tout cas elles ont la même valeur au poids, puisque à l'époque la valeur faciale qui Hmm. était inscrite dessus correspondait à ce qu'elle représentait en poids d'argent et d'or. Et donc du coup on a uniformisé ça pour qu'il y ait une cohérence dans les échanges, parce qu'avant c'était un bazar pas possible, quoi. En fonction de enfin, la puissance du pays et puis de la valeur de l'or, ça a influencé pas mal les choses. Donc on a essayé de faire ça, d'uniformiser tout pour que on ait tous les mêmes pièces de la même taille et du même poids, pour que même si elles viennent de pays différents, on puisse faire du commerce international sans embêter, quoi. D'accord, très bien. Skyred, est-ce qu'on a encore des questions Bien sûr. dans la Banque de France? Overo, Overo me demande si tu connais la pièce qui a la plus de valeur dans le monde. La plus de valeur, c'est celle qui a été vendue à, je crois, plus de 10 ou 15 millions d'euros ou de dollars. Il y a marqué Ah, 1 vache. franc Et dessus.
Et donc c'est une pièce américaine, comme je le disais tout à l'heure. C'est une pièce D'accord. qui en fait représente un peu le premier dollar après la guerre de sécession, pardon. Et ça s'appelle le Flowing Hair. Donc en gros c'est une allégorie de la liberté. C'est une femme avec les cheveux au vent. Cette pièce-là est en très très peu d'exemplaires et est considérée comme le premier dollar américain après la guerre de sécession. Donc D'accord. la première pièce vraiment américaine. Et cette pièce-là a été vendue, je crois, autour de 10 ou 15 millions de dollars aux enchères. Et actuellement, c'est la pièce, en tout cas, qui a été vendue le plus cher. D'accord. Parce que des pièces D'accord. qui ont plus de... Voilà. Ah bah parfait, je savais pas que tu avais la photo. Mais... Moi, j'ai cherché sur Ah, Internet. c'est un bon. Voilà. C'est un bon. J'ai cherché Et sur après, Internet, tout simplement. c'est pas forcément celle qui a le plus de valeur, puisque alors si on va dans les records du monde, les trucs un peu extrêmes, je crois que c'est encore les Australiens qui ont la plus grosse pièce au monde, et c'est une pièce en or massif qui doit faire je ne sais combien de kilos. Donc réellement, je pense que le prix de l'or, etc., cette pièce-là doit bien dépasser les 10 millions d'euros jusqu'au en poids de Et l'or. Aura qui Après, soulève quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, aujourd'hui, on est dans le pays, dans le monde de tous les records. Oui, il y a eu un C'est ça. record là, il a été battu. Dans 2 semaines, il est encore battu parce que les gens ont de plus en plus de thunes. Et surtout, avant, j'imagine que c'était peut-être des enchères qui restaient peut-être un peu confidentielles. Aujourd'hui, si tu rajoutes les Indiens, les Chinois, Dubaï dans c'est l'équation, ça. Ouais, eux, voilà. ils ont de quoi aligner. Donc, ils pourraient te dire, bah tiens, ta petite pièce qui vaut normalement une valeur chère mais pas trop, ils sont capables de faire exploser les paliers, tu vois, Ah et donc ça ben, devient la Juste pour pièce se la la plus péter, quoi. chère, ouais, sans forcément de justification à proprement parler, quoi. Parce que bah, tu les vois, enchères, je trouve, c'est peut-être un mauvais indicateur de valeur d'une pièce, puisque tu sais très bien qu'aux enchères, c'est un peu la compétition aussi, donc tu c'est vois, ça. Et des fois tu puis, peux tu vois, augmenter les prix là bizarrement. elle a une valeur peut-être de 10 ou 15 millions de dollars aux yeux des Américains, puisque c'est à temps qu'elle a été vendue. Par contre, tu la mets sur le marché français qui est peut-être moins adepte des pièces américaines, ben, il y aura peut-être un collectionneur de pièces américaines dans la salle, et puis cette pièce-là, elle partira peut-être à 10 000 ou 100 000 euros, tu vois. Ouais. Alors que c'est juste l'offre et la demande qui va faire le truc. Et Ouais, voilà. comme je te disais en off, moi je fais une pièce de monnaie de mon côté. Elle est unique au monde puisqu'il n'y en a qu'une seule. Il suffit que je trouve entre guillemets deux couillons qui sont intéressés par ma pièce parce qu'ils la trouvent jolie, puis ils Ouais, peuvent faire voilà, monter c'est les ça. enchères Un jusqu'à pigeon. l'infini. Ouais, bien sûr, parce qu'elle Mais serait pourtant, unique. elle a aucune valeur, quoi. Ouais, ouais, C'est ouais. la valeur qu'on met réellement dans la pièce, tu vois. Comme moi, le franc à cheval, tu le mets sur le marché américain, je suis pas sûr que ça intéresse tant que ça le marché américain, le franc à cheval. Alors aux yeux des Français, ben, c'est une pièce plutôt mythique pour nous. Bon, elle n'est pas si rare que ça. Mais du coup, la valeur, je pense qu'on la vendra plus cher en France que aux États-Unis parce qu'il y a moins de demandes sur cette pièce-là et moins d'intérêt. Après, ça dépend aussi de, tu vois, c'est qui est dans la salle. Tu sais, c'est toujours Oui. pareil. C'est un indicateur qui est à prendre un peu avec des pincettes, quoi. Parce que tu peux vendre la même pièce dans 50 salles différentes. Je suis sûr que tu pourras avoir des variations de prix sidérantes. Ah bah oui, oui, c'est ça. Donc, C'est ça. Donc, ouais. ça a toujours, voilà, ça veut tout et rien dire. Les notions de valeur, ça dépend, quoi. D'accord. Moi, j'ai une petite question. Vas-y, je t'en prie, continue, hein, vas-y. J'ai une question de Panda Tsuki. Bon alors, en vrai, c'est ma question. Est-ce que tu comptes faire ça toute ta vie, du coup, ou pas? Bah, je pense que tu vas continuer de collectionner pendant un moment, quoi. Bah écoute, faut bien. Pour l'instant, oui, je me vois pas arrêter. Après, peut-être que d'autres facteurs extérieurs pourraient me faire arrêter. Déjà, si j'ai des problèmes peut-être financiers ou quoi que ce Oui, soit, c'est sûr. c'est quand même une sorte de ressource d'investissement de collectionner les pièces de monnaie, surtout si on achète des pièces voilà, qui ont une valeur et puis le marché évolue. Donc voilà, si j'ai besoin d'argent, j'en ai besoin et j'aurais besoin de quelques pièces ou voire toutes mes pièces pour récupérer de l'argent Ouais, si c'est ça. Il besoin. y a aussi la vie qui fait que. C'est Oui, ça. Peut-être que peut-être, voilà, si ma compagne ou si un jour j'ai des enfants et que j'ai plus le temps de collectionner ou les finances d'acheter aussi, peut-être que j'arrêterai. Peut-être que je ne trouverai plus de plaisir à collectionner parce que ben, plus assez d'histoires qui m'intéressent ou de choses à collectionner parce que j'aurais peut-être fait le tour. Alors soit je changerai de collection, soit je continuerai celle qui est en cours. Il y a beaucoup de facteurs extérieurs, mais bon, moi, pour l'instant, en Alors tout cas, justement, arrêter. tu soulèves une bonne chose. Est-ce que tu as enfin pas forcément des collections, mais d'autres choses qui pourraient t'intéresser à collectionner? Peut-être les timbres, les Alors, bouteilles de Monster. C'est genre...
les, les bouteilles de bière, là, Ah, Oh, je pense Véro, qu'on il le a, ferait, ça. je pense qu'on a tous fait les pièces de 2 euros. On a tous fait en étant petit les timbres avec le les timbres, grand-père ou avec. bien sûr. Donc, euh, donc non, en Les vrai, j'ai pins, arrêté. les pins. J'ai arrêté les pains. Bah, tu rigoles, mais en gros, ce que je fais, c'est que là, sur les pièces de monnaie, je me concentre maintenant, en ce moment, ça fait pas si longtemps que ça, que sur les pièces liées au sport et surtout aux Jeux Olympiques. Et je collectionne un petit peu d'autres choses liées aux Jeux Olympiques. Donc j'ai des fanions, j'ai un petit peu publicitaire, etc. Et notamment les pins. Tu rigolais, mais je dois avoir Je sais qu'il y a une quasiment collection, hein. 200 pins liés aux Jeux Olympiques. Ah Et oui, en quand même. fait, pourquoi c'est arrivé comme ça? Parce que pour moi, je C'est suis pas fan marrant. des pins. Et bon, c'est un petit peu ma génération, même si c'est fin des années 90 et un peu jeune pour avoir les Ouais, pins, tu c'est vois. plutôt c'est plutôt un peu plus vieux que nous, hein. Ouais, c'est ça. Donc, et en fait, le truc, c'est que sur les vides-greniers, ben, je chine beaucoup les pièces de monnaie, et malheureusement, j'en trouve de moins en moins. Parce que, ben, j'ai ce que je trouve de manière lambda sur le marché, je l'ai déjà ou ça m'intéresse pas. Et puis, ben, peut-être que les gens avec crise ben, font attention sur ces pièces-là et ne les mettent plus facilement sur un marché de connaisseurs ou les vendent comme ça à n'importe qui et pensent que ça a de la valeur. Et donc, je me suis dit, ben, je trouve plus de pièces de monnaie. Je commence une thématique sur les Jeux Olympiques et là, je trouve des pins à foison Tu te dis, bon, sur bah, les go, thèmes, hein. le thème des Jeux Olympiques. Ça me coûte 10 centimes le pins, quoi. Bon, bah, Donc, allez, au lieu let's go. c'est ça, de rentrer bredouille d'un vide-grenier ou de sortir ben, peut-être 20 balles pièce parce que la dame, elle en veut 10 fois plus que sa valeur et que j'ai pas envie de mettre 20 balles dans une qui a pas de valeur. Parce que des fois, les gens, réellement, justement, comme je disais, ben, ils pensent qu'ils ont un trésor entre les mains alors qu'une pièce qui vaut absolument rien et que c'est tout pourri, mais ils en demandent trop cher. C'était Et une de du mes coup, futures ben. questions, ça, Hmm. Internet, je pense que ça fait aussi beaucoup de tort. Les gens, des fois, tu dis, mais si, il y a marqué sur Internet qu'elle vaut 200 euros. Alors oui, mais vous voyez bien que la vôtre, Ouais, elle est dans un état lamentable. Bon, d'accord. on, on 180 pourra alors. parler des arnaques sur Internet liées au qu'on a un peu parlé en off et je pense que ça peut être intéressant pour les gens aussi pour qu'ils ne se fassent pas arnaquer. Ouais, alors forcément, oui, plus tu as accès à l'information, plus tu penses, ben, tu peux savoir si ça vaut de l'argent ou pas, malgré le fait qu'il y ait des vraies informations et que peut être noyé par là. Mais c'est vrai que même, tu vois, avec les copains, on se faisait la remarque, on trouvait de moins en moins de pièces de monnaie quand même sur des vides-greniers D'accord. par rapport à un certain temps. Même si on en trouve encore, et puis moi je me souviens de très belles trouvailles avec voilà, où j'étais des pièces qui valaient un petit peu d'argent pour pas grand chose parce que les gens s'y connaissaient pas. Et puis c'est ça, moi le plaisir aussi, c'est que maintenant sur internet c'est facile. Je vais sur un site spécialisé, je vois la monnaie qui me convient, je l'achète ou pas en fonction du prix, et 5 jours après je l'ai chez moi. Par contre, sur un vide-grenier, je pars avec mon sac à dos, je peux rentrer bredouille, je peux faire l'affaire du siècle. Et puis en fait, c'est un peu la chasse au trésor. C'est toujours cet aspect de dire je sais pas ce que je vais trouver, il faut que j'aille fouiller, faut que j'aille négocier. Et puis en fait, la pièce, elle va avoir une histoire derrière. Parce que. Et t'en fais beaucoup? Des Comment? vides-greniers? T'en fais beaucoup? Des brocantes, etc. pour en trouver? J'en fais, oui, beaucoup l'été, parce que c'est la période. Oui. J'ai un boulot où je travaille le week-end, donc parfois ça m'arrive de travailler le dimanche, donc je peux aller sur les vides-greniers. Mais oui, j'en fais Dès que t'as bien ça. l'occasion, en fait, ouais. J'ai l'occasion et tout ça. Alors après, des fois, je bourse multi-collection ou plus des trucs très spécifiques et c'est pas du tout des deniers avec des pièces sans valeur. Mais donc il y a différents moyens d'acheter des pièces. Mais ouais, j'ai beaucoup commencé en faisant ça parce que sur les vides-greniers, beaucoup de pièces, de beaucoup de choses différentes en vrac. Et puis enfin, c'est facilement accessible au niveau si on veut commencer, tu vois. Moi, au début, je collectionnais tous les pays du monde parce que je voulais avoir plein de pièces de plein de pays différents et avoir plein de choses, enfin de tous les pays du monde presque. Et en fait, sur les vides-greniers, ben, tu trouves déjà tous les pièces facilement européens avant eux. Et puis en fait, les gens, ils vont en voyage, ils ramènent des pièces de là parce que ben, ils ont tout dépensé. Et puis ils l'ont gardé dans une vieille boîte au fond de leur tiroir. Et puis bah, ils le vendent au vide-grenier. Et puis ça se tombe, tu trouves des pièces d'Asie, d'Australie, d'Amérique, d'Afrique. Ils voyagent là-bas et puis ils l'ont ramené en France, tu vois. Donc, et D'accord. Les puis pièces, tu du peux. coup? Comment? Tu prends toutes les pièces, du coup? Tu prends de tous les pays, peu importe? Bah, à l'époque, je faisais ça. Maintenant, ça m'intéresse plus. Je commence à plus avoir beaucoup de pays que j'ai pas. Tu te focalises plus sur un thème.
Ouais, sur ma collection sur les Jeux Olympiques. Mais en fait, il y a différents moyens de rentrer dans la collection. Tu vois, il y a des gens qui collectionnent sur des thématiques visuelles, donc sur des bateaux, comme ça. Il y en a qui font que certains pays, d'autres qui font sur leur date de naissance. Ils collectionnent que les pièces avec leur date de naissance. Du coup, je D'autres, ça. rebondis sur la question de Sibel. Il te manque des pays? Tu as fait une liste de tous les pays ou il te manque des pays? Ouais. Ben, en fait, avec mon logiciel, enfin, le logiciel, le site internet où je suis dessus et qui répertorie ma collection, donc ça s'appelle Numista, si ça intéresse des gens. C'est un site gratuit français en plus. Je le C'est un mettrai truc. Ouais. dans les descriptions de la vidéo. Donc vas-y, tu peux l'écrire dans le chat. Ouais. Alors attends, faut que je retrouve le chat parce que là j'ai plein de fenêtres d'ouvertes. Hop. Attends, je vais même faire mieux que ça. Je vais vous mettre le lien comme ça si jamais. Alors, faut que vous tu voulez y m'envoies aller. avant parce que les liens, t'as pas le droit. Ah, Donc, faut que tu pardon. m'envoies avant. Et... Tac, excuse-moi. Hop. T'inquiète, y a pas de souci. Voilà. Donc c'est numista.fr. Donc c'est un site français où il y a beaucoup d'étrangers malgré le fait que c'est pas un truc franco-français où il y a que les Français, il y a beaucoup. Et en fait, c'est un site internet qui te permet de répertorier toute ta collection. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, tu as 198 pays différents. Ah, c'est pas mal. D'accord. Sur combien? Parce que je sais pas combien il y a de pays dans le monde, je suis un En peu fait, nul. la problématique, c'est que dans Numista, ils comptent les anciens pays aussi. Enfin, je suis à même 251 émetteurs. Donc en gros. Plus que de Pokémon de la première génération. Pas mal. C'est ça. En gros, tu prends l'exemple simple de la Russie, bah avant c'était l'URSS. Donc Ouais. Ouais, je vois là. l'URSS, c'est pas un pays, c'est un émetteur. Et maintenant, c'est la Russie. Donc en fait, si tu veux, tu as des pays qui n'existent plus que j'ai dans ma collection, comme l'URSS, et qui font partie quand même de la liste de différents, puisque c'est pas la Russie. Donc tu vois, il y a des petites subtilités comme ça. C'est Mais vraiment des belles pièces. je crois qu'aujourd'hui, l'ONU recense, recense officiellement plus de 200 pays. Entre les pays tu sais, qui sont pas autoproclamés, qui ne sont pas reconnus, enfin, il y a beaucoup de trucs un peu très, très spécifiques. Puis il y a des monnaies qui sont communes à plusieurs pays. Là, est-ce que je peux trouver un exemple comme ça? J'en aurais pas forcément. Peut-être dans le chat, mes pairs pourraient me trouver un exemple, mais tu as des pays qui utilisent la même monnaie, même si c'est différent. Mais c'est l'euro. pas. Ouais, par exemple, oui. Alors chaque pays a quand même ses pièces, mais voilà, on a avec l'Europe. Mais donc voilà. Après, tu vois, il y en a qui connaissent tous les pays. Moi, il me reste des petites îles du Pacifique où c'est des trucs voilà très très spéciaux. Mais et Alors. après, tu vois, j'ai pas l'Empire romain, j'ai pas la Gaule, j'ai pas certains pays qui ont existé parce que j'ai passé ces années-là de période-là. Alors, du coup, on va avancer. Il nous reste 3 petites questions et avant de passer un petit peu à l'aspect collection. Première question, donc c'est des questions de ma future belle-mère. Non, je plaisante. Elle demande comment prendre soin de ses pièces et les nettoyer sans les abîmer. Alors ça, c'est un très grand sujet de Discord et ça fait jaser, on va dire, dans le milieu de c'est ça. Il y en a qui sont pour le nettoyage et il y en a qui sont contre le nettoyage. Pour faire simple, il y en a qui sont pour le fait d'avoir une belle monnaie nettoyée, qu'on peut voir les détails, qu'elle brille, etc. Il n'y a rien de plus sale qu'une pièce, hein, de toute manière. La Voilà, monnaie, c'est c'est ça. sale. Hein. Après, c'est pour l'authenticité. Ouais. Et l'autre penchant, c'est le fait que, ben, en fait, on récupère une monnaie avec son Crottin de histoire mammouth dessus, tu le laisses, quoi. et voilà, son histoire a fait qu'elle est comme maintenant, on appelle une patine. Donc une patine, en fait, c'est l'aspect qu'a la monnaie avec l'usure. Ça peut être de l'oxydation, ça peut être voilà le métal qui a travaillé, changé de couleur avec l'air, au contact de l'air, de l'eau, etc. Et donc forcément, ben, chaque personne, nous, on a des cicatrices. C'est pas pour autant qu'on peut les cacher. Je suis d'accord avec vous. Hein. C'est- Moi, je pense qu'il y et a des choses ça faut fait pas partie les de l'histoire de la nettoyer. pièce. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Hein. Je pense que. Alors, mais je comprends aussi le fait de dire, tu vois, de poser la question en tout cas, tu vois. Est-ce que Moi, je le nettoie? Moi, je le ferai pas. J'ai un conseil à vous donner. En dehors de prendre parti pour un aspect ou l'autre, c'est que c'est plus facile de vendre une pièce non nettoyée que nettoyée. Puisqu'en fait, en la nettoyant, on va enlever une très grande partie des collectionneurs qui seraient intéressés par votre pièce. Par contre, en ne la nettoyant pas, on va toucher tous les collectionneurs. Puisque tout le monde est intéressé et celui qui veut l'après, c'est son problème. Par contre, si vous ne l'avez pas nettoyé avant, bah, vous allez avoir tous les collectionneurs qui seront intéressés par votre pièce. Par contre, si vous l'avez nettoyé,
bah là, déjà, tous les puristes, entre guillemets, si on peut les appeler comme ça, vont pas être intéressés par votre pièce parce que pour eux, elle a perdu de sa valeur, de son qualité et de son histoire, donc ils voudront pas vous l'acheter. Donc c'est une petite, préconisation. Si vous avez des monnaies chez vous, je vous conseille pas. Alors souvent, c'est les monnaies en argent qu'on passe au lustréol ou comme ça pour les faire briller. Pareil, souvent on prend une brosse à dents ou un truc comme ça, ou une petite brosse un peu dure. Et le métal n'est pas si dur que ça, et en fait, vous allez mettre des rayures dessus et Ouais, ça c'est ça. va On a flinguer plus, toute on la a pièce. plus la malchance de les abîmer que de les nettoyer vraiment, tu vois. Je pense C'est que ça. si tu veux les nettoyer, souffle dessus, quoi. Enfin, tu sais ce que je veux dire, c'est faut Le aller bien, souffler un peu dessus et c'est tout, quoi. Après, il y a des experts du nettoyage, et alors ça se comprend parce que alors il y a aussi tout l'aspect détection, mais quand il y a une personne qui trouve une pièce de monnaie dans la terre, oui, il faut la nettoyer pour enlever la terre, pour récupérer un petit peu de visuel et pouvoir l'identifier. De Mais l'eau bon, claire, c'est ça en passe, hein. utilisant, voilà, c'est en utilisant des techniques et des produits très spécifiques, adaptés en tout cas à la pièce et au métal, puisque chaque pièce a un métal différent, donc on va pas utiliser le même produit pour de l'or, pour de l'argent, pour Hmm. comme des les alliages, conservateurs, etc. on voit en musée C'est ça. qui nettoient les toiles, Ouais. etc. Ils font ça avec délicatesse. Voilà, c'est tout un savoir-faire et technique, donc c'est pas donné à tout le monde. Donc après, voilà, il y a des monnaies qui valent rien, vous pouvez vous amuser à les passer dans le coca, sous comment dire, du Elle vinaigre, vous faites disparaît. ce que vous voulez. Mais si vous pensez que votre pièce a un petit peu de valeur et que ça pourrait intéresser et que vous voulez la revendre, je vous conseille de ne pas la nettoyer. Après, parfois vous héritez de pièces de monnaie qui ont été nettoyées. Bah, tu vois, par exemple, moi, une Oui, pièce mais de monnaie, ça, c'est alors pas c'est de ton fait, tu vois, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. On passera à la collection juste après, t'inquiète. Juste une Ouais, pas de dernière souci. question avant de passer justement à la partie collection. Euh, où revendre les pièces qui nous intéressent pas sans les brader? Euh, c'est compliqué. Et Puisqu'il je y a pense que des c'est vrai, arnaques. voilà, il y a un peu de tout, et je pense que ça viendra quand on montrera la collection. Faire Mm. attention aux arnaques sur Internet, faire attention aussi des fois aux collectionneurs qui ont absolument envie d'acheter ta pièce, mais ils savent Mm. très bien qu'elle vaut 200 balles, ils vont te l'acheter 5 balles. Mm. Il y a, malheureusement, j'ai envie de te dire, et c'est ce qu'on parlait la dernière fois, sous ton couvert, hein, va Oui, falloir oui, se faire avoir plusieurs fois avant c'est ça. d'acquérir les connaissances pour ne plus se faire avoir, tu vois. En fait, je pense que déjà, il faut multiplier ses sources. Ne prenez pas pour acquis la première source qui vous tombe sous les yeux Mhm. comme valeur. Je pense qu'un premier truc, c'est d'aller sur Internet. Alors, franchement, on sait tous, c'est que sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Mais vous pouvez tomber sur des sites. Alors, par exemple, Numista, c'est pas un site qui va vous aider à identifier votre monnaie, mais qui va déjà vous aider à connaître votre monnaie, à savoir ce que c'est. Premières Ça peut informations. vous donner, voilà, les premières informations d'identification, et puis aussi des petites informations sur la rareté, puisque sur Numista, ils vont vous dire cette monnaie a été produite en tant de quantité. Donc quand c'est au-delà des millions de quantités, ça ne vaudra absolument rien, sauf si votre monnaie est vraiment dans un état de conservation enfin quasiment neuve. Et puis, en fonction des métaux précieux, donc si c'est de l'or ou de l'argent, vous avez forcément la valeur de métal qui va influencer le prix D'accord. indirectement, et qui va être augmentée si la pièce a de la valeur sur sa rareté, sur la condition de conservation, etc. Donc déjà, d'aller sur Internet pour pouvoir identifier votre pièce et trouver des informations un petit peu de prix. Alors on va avoir des fourchettes de prix. Déjà, c'est une bonne piste. Même s'il ne faut pas tomber sur les mauvais sites et il ne faut pas aller regarder sur le coin, sur eBay, c'est une très mauvaise source d'information. Parce que moi, je peux mettre. Wish Je aussi, peux hein, prendre mon. Oui, AliExpress pareil. N'allez pas tout ce là-dessus. genre de site. Souvent, les gens prennent comptant eBay. Moi, je mets sur eBay mon crayon de papier, je le mets à 1 million d'euros. Celui qui a le même crayon de papier que moi, il va dire il vaut 1 million d'euros. Donc, Ouais, ça peut alors, être. là, c'est peut-être un peu exagéré, mais tu vois, tu le mets par exemple à 25 euros. Il y a quelqu'un qui dit ah, 25 euros ce crayon de papier, ah, pas mal, tu vois. Tu le mets à 30. Ouais, Voilà, non, mais c'est tu ça. vois, t'es pas à l'abri, quoi. Donc déjà, il faut D'orienter. regarder aussi le marché, parce que comme je viens de vous le dire, eBay, c'est juste des propositions d'objets à une certaine valeur, mais il faut Hmm. plutôt regarder à combien ils ont été vendus. Donc aller plutôt dans l'aspect archive et dire, bah tiens, cette pièce-là a été vendue en moyenne 39,90. euros.
Alors parfois c'est un peu plus cher parce qu'on est tombé sur la personne qui voulait à ce moment-là cette pièce-là, et puis un peu moins cher parce qu'il y en avait pour le marché, et puis bah c'était voilà, ça c'est un peu plus bradé. Ensuite, il faudrait vous rapprocher d'un professionnel. Malheureusement, des numismates professionnels qui ont boutique, c'est plutôt dans les grandes villes, hein, Mm. villages ou les villes moyennes, c'est rare d'en trouver. Et puis même quand c'est des grandes villes, des fois il y en a qu'un seul. Et encore là aussi, vous pouvez tomber sur Pour des des magasins, charlatans, même ouais. professionnels, qui vous achètent des trucs. Parce que eux, il faut vous dire que c'est des professionnels, donc C'est des forcément, il faut collectionneurs qu'ils aussi. achètent. Alors, c'est des collectionneurs, mais eux, s'ils collectionnent pas l'objet, ils vont l'acheter forcément moins cher qu'ils vont le revendre, donc vous n'allez pas forcément des fois en tirer bon prix, puisqu'ils doivent faire leur marge, et puis parfois ils vont profiter de votre non-connaissance des choses pour vous arnaquer, ou vous faire des prix de lot en disant bah, je vous prends tout le lot pour tant d'euros, donc vous allez être content, puis en fait lui il sait que dedans en fait il n'y a rien qui a de grande valeur sauf deux pièces, et il va tripler son truc parce qu'il y a deux pièces intéressantes dedans, alors que vous vous dites ouais il m'a pris quand même les 200 pièces pour tant d'argent, donc ça fait tant par pièce, alors que tout le reste c'est à jeter, mais lui Tout il le a eu reste, ça l'œil vaut rien, ouais, bien sur le sûr. truc. Mm. Et après, bah, soit vous pouvez dans des collectionneurs qui sont pas professionnels pour faire des échanges, pour vous les racheter. Si vous avez une fourchette et que vous êtes sûr de vous, bah, vous pouvez les vendre sur Spécialisé ou sur le Bon Coin. Mais ouais, connaître la valeur, je pense qu'il faut diversifier ses sources de trucs, et essayer d'avoir plusieurs avis de professionnels, et puis aussi de voir le marché dans un premier temps sur Internet. Très bien. On va passer aux photos que tu m'as envoyées et aux photos que j'ai reçues de la part des viewers. On fait d'abord Hmm. ta sélection et après on passe à l'autre. Ça vous va? Ouais, Très si tu bien. veux. Alors, bon, celle-ci, on Alors, l'a déjà vue tout à l'heure. il n'y a pas tout qui est dans ma collection, mais Non, bien c'est sûr que des non, non, monnaies que non. j'avais issues pour raconter l'histoire Celle-ci, qu'il je y avait l'ai en derrière. France, celle-ci. Elle est très légère. Donc c'est de l'étain. Ah ouais. Alors, faut que j'attende. Alors, là, celle-là, je l'ai sortie puisque c'est pour parler d'un aspect un peu spécifique, c'est les contre-marques. Les contre-marques, en fait, c'est le fait de changer une pièce de monnaie en frappant quelque chose. Hmm. Donc là, celle que vous avez dessus, donc c'est une pièce en RF. étain, état français, donc avec la francisque. Donc c'est une pièce sous Pétain, donc occupation allemande durant la D'accord. Seconde Guerre mondiale. Et ben pour faire acte de rébellion, on refrappait République française pour faire des pieds de nez à Pétain et aux Allemands qui paient. Mais c'était quand même des actes de rébellion qui pouvaient être très sévèrement répréhensifs, parce que de faire ça, déjà, de De la- modifier une monnaie qui appartient à l'État, c'est quelque chose d'interdit. Donc Hmm. aujourd'hui, on n'a pas le droit de, comme Gainsbourg, brûler des billets, on n'a pas le Ouais. droit de faire des dessins sur les pièces de monnaie et les mettre en circulation, donc c'est propriété de l'État. Donc c'est punissable. Et puis là, bon, bah, c'était quand même un acte fort de rébellion, surtout à ce moment-là. Mais c'est des contre-marques qu'on retrouve très régulièrement et qui n'existent pas que en France et que durant la période de l'occupation. Il me semble de tête comme ça, c'est arrivé terre sous la reine Victoria, et puis après c'est arrivé en France l'année. Donc il y a eu avec Napoléon, etc. beaucoup de contre-marques. Alors, je suis désolé, Ensuite, on va essayer d'aller assez vite parce qu'il ouais, y a beaucoup de photos. Donc, juste rapidement, si tu pouvais détailler en quelques mots chacune des photos. pas de souci. Là, c'est pour parler des collections des pièces de 2 euros. En fait, Il y il y en a a les beaucoup, hein. séries classiques. Alors, il y a les séries classiques des pays que vous retrouvez régulièrement. Et après, chaque pays a eu, au fur et à mesure des années, des pièces commémoratives. Et en D'accord. gros, chaque pays décide de telle année, on va faire un anniversaire où on va mémorer un événement lié à notre pays. Donc nous, on a eu voilà, Simone Veil, on a eu comme le cancer, la fête de la musique, enfin divers sujets. Ça peut D'accord. être sur le patrimoine. Et aujourd'hui, pour avoir la collection complète des pièces de 2 euros commémoratives, il y en a plus de 500. Et chaque année, il y en a de plus en plus. Allez, let's go. Il y a, il y a de plus en plus de pays européens. Et ben, avant, on était autorisé à faire qu'une seule pièce. Et puis maintenant, c'est deux par pays par année. Donc forcément, ça multiplie les choses au fur et à mesure. Hmm. Logique. Voilà pour les trucs. Pour les pièces 2 euros commémoratives. Alors, une pièce où il y a marqué France. Ouais, alors j'attends la photo pour savoir ce que tu as. Ah C'est oui. rare, ça, non? Alors, ça, c'est des pièces d'occupation ou plutôt de libération, puisque en fait, c'est une pièce que les Américains ont produit à Philadelphie. D'accord. Et en fait, quand les Américains sont débarqués en France,
ils n'avaient pas de francs et Ah, puis ils achetaient avec ça. et en D'accord. gros, voilà, les Américains avaient des Ah, c'est pièces cool ça. françaises, donc c'est une pièce de 2 francs, marquée France derrière, et en fait, ils ont atterri sur le territoire français avec ces pièces-là, et en fait, ça rassurait les Français aussi. Quand un Américain débarque chez toi dans un petit commerce et dit je vais t'acheter du pain et il te donne $1, toi tu sais pas ce que c'est, et t'es pas sûr que ça soit un vrai info, et tu sais pas si tu vas C'était plutôt récupérer ton malin de argent leur derrière. part, hein. Donc en fait, donc ça c'est une 2 francs 44 française. Et ils ont fait la même chose avec la Belgique, je l'ai mis en fou plus loin, mais bon, c'est pas très grave. Et en fait, voilà, c'est les Américains qui ont produit ces pièces pour le débarquement en France, pour D'accord. rassurer les Français et pouvoir directement échanger et puis acheter un petit peu de choses quand ils ont débarqué. Donc là, on a encore après une pièce avec une contre-marque avec la croix de Lorraine Ouais. d'occupation allemande. D'accord. C'est intéressant, hein, il y a de très belles Mm. pièces. Pièces de Monaco. D'accord. Alors, Monaco, j'attends la photo. Alors, ça doit être la 2 euros Grace Kelly, Ouais, je ouais, ouais. suppose. 2007. Donc là, on parlait d'offres et de demandes, un peu comme tout à l'heure. Celle-là, c'est une histoire aussi un petit peu bizarre. Monaco, donc un micro-État, sort des pièces de 2 euros. Forcément, alors ils sont riches, mais ils sortent pas beaucoup de pièces de 2 euros comme ils utilisent les pièces françaises pour leur économie, on va dire, locale, mais ils sont quand même de produire un petit peu de quantité de pièces. Donc c'est des pièces qui sont très recherchées par les collectionneurs, parce que toutes les pièces de Monaco, Saint-Marin, Vatican, c'est des petites productions. D'accord. Et là, cette pièce-là est sortie en 2017 pour rendre hommage à Grace Kelly, donc la princesse de Monaco. Et en fait, au début, elle est sortie, elle coûtait 150 euros, 130 euros peut-être. Et en fait, il y a eu tellement de demandes autour de cette pièce-là que le marché a explosé. Et aujourd'hui, pour acheter cette pièce-là, on doit dépenser pas loin de 3000 euros pour l'avoir. Ah, quand même. Excellent. Alors que elle n'était pas prédestinée et il y a d'autres pièces de monnaie qui sont sorties dans la même quantité dans l'année d'avant ou d'après qui n'ont pas du tout explosé, qui restent autour des 200 euros. Et là, on a Grace Kelly qui a explosé, quoi. Un enfant qui a fait le dessin? Bah, Alors ça, cette c'est pièce-là, j'ai déjà eu, moi. ouais, ça c'est un running gag qu'on a sur mon live. En fait, c'est une commémorative qui est commune à tous les pays européens. Donc c'est Des enfants qui savent UEM, pas donc dessiner. Commémorative des c'est ça. enfants nuls en dessin. En gros, c'est pour commémorer l'Union économique européenne. Donc en gros, c'est l'espace économique européen, donc commémoré. Et pareil, il y a eu un concours. Donc chaque pays pouvait proposer un dessin. Et c'est le graveur grec Giorgio qui a dessiné ce dessin-là. Il est Et bourré de on le talent au trouve mais passage. tellement Ah, horrible. désolé. C'est éclaté, mon gars. Ce dessin est tellement horrible que en fait, sur un peu C'est une emoji cette sur ta pièce-là. chaîne. C'est une Ouais, emote. voilà, c'est ça. Et les designers de Riot que font ça. Donc là, Ça, c'est vraiment, chiant. le dessin est horrible, mais c'est vraiment un adulte qui l'a fait. Et pour la petite histoire, en fait, ces pièces-là commémoratives, c'est des commémoratives communes. En fait, c'est l'Union européenne qui décide que tous les pays vont devoir faire cette pièce-là avec Ah, il va être leur ravi. écriture spécifique. Donc tous les pays européens, donc vous l'avez en version française, espagnole, etc. Et donc tout le monde l'a eu et elle est vraiment horrible. Ensuite, la deuxième 2 euros, la première qui est sortie, qui est pour les JO d'Athènes en 2004. Et en fait, c'est la première commémorative. Ils ont décidé de faire ça pour les JO. Et après, tout le monde s'est D'accord, dans tout le le monde groupe a de eu dire. ses pièces comme ça. Ouais, tout le monde a demandé. Nous aussi, on peut faire un truc spécial pour un événement et tout ça. Et puis l'Union européenne a dit non, ça inonde le marché. Tout le monde partout sur différents trucs. Donc ça, c'est la toute première. Donc ça, c'est. Celle-là, je l'ai connue. Celle-ci, je l'ai connue aussi, ouais. Ouais. Mais c'est Donc, bizarre, à j'ai 10 j'ai francs- assez peu de souvenirs du franc. Alors, j'ai pas une très bonne mémoire non plus, mais j'ai assez ça me paraît vraiment lointain, quoi. Ouais, ben, Ah, on avait 2001 encore. déjà. On avait des francs jusqu'en 2002. Enfin, en 2001 ou décembre. 2002, ouais. Bah, 31 décembre 2001, on avait encore des francs et le 1er janvier 2002, on passait à l'euro. Donc ça, bah voilà, c'était pour C'est vous pour le ressortir souvenir, un peu ouais, bien sûr. la nostalgie. Donc ça, c'est la 10 francs génie, donc c'est le génie de la Bastille, je crois. Donc Oh, c'est le la petit 20 francs personnage. Mont-Saint-Michel après? Ouais, et après c'est la 20 francs, donc c'est pareil. Une pièce un petit peu Très historique belle, hein. si on s'en souvient. Ouais. Et pour la petite histoire, on a été les premiers dans le monde à faire une pièce en 3 métals différents. Donc trimétallique. Par exemple, les pièces de 1 et 2 euros, c'est bimétallique. Il y a un cœur, donc le milieu de la pièce et l'extérieur de la pièce sont 2 métaux différents, puisque couleur. Et là, donc la 20 francs, c'est une trimétallique, puisque le cœur et l'extérieur, enfin le petit rond au milieu et la couronne, donc à l'extérieur, n'est pas le même métal. Donc là, ça se voit pas beaucoup, parce que c'est à Ouais, peu près le même c'est un jaune. peu doré, ouais. Mais on a été le premier pays à proposer des pièces avec 3 métaux
Et c'est quoi les métaux là? pièce. Il Alors y en là, a comme trois? ça, de tête, je sais plus, c'est des alliages. Les alliages, c'est des mélanges de métaux qui correspondent voilà, à des couleurs. Euh, Mais là, de tête, je sais plus ce que c'est exactement comme Bon, il y a Internet, les gars. que. Sur la Voilà, vidéo, il y a Internet. Hein. c'est ça. Ah, ok, Je- une autre pièce qui a été regravée dessus, j'imagine. Ouais, j'attends que la truc arrive. Oui, ça doit être une contre-marque. Donc là, bah pareil, on a toujours avec la croix de Lorraine pour dire qu'on n'est pas d'accord pour l'opération. Donc ça, c'était à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Là, une pièce Ah, allemande. donc ça, voilà, pièce allemande. Donc je collectionne le fait que j'ai habité en Allemagne, je collectionne Ouais, bien les sûr. pièces allemandes modernes ou pas modernes. Et puis celle-là, je la trouve très jolie. Très bonne idée, ouais. Parce qu'en fait, ça symbolise donc la révolte allemande de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ça commémore l'attentat qui a été fait contre Hitler. Donc c'est le film avec Tom Cruise, là, je sais plus comment ça s'appelle, qui rappelle ça. Et je trouve le symbole de l'aigle enchaîné. Ouais. Et en fait, les Allemands aussi, ce qui est assez drôle, ils ont sorti chaque année des pièces commémoratives en argent, donc comme celle-ci. Et en fait, chaque année, ils sortent un thème différent. Et souvent, l'aigle, donc de la première face que tu as montré tout à l'heure, l'aigle reprend le design un petit peu de la commémoration. Alors, des fois, il est un peu plus carré. Des fois, les ailes sont un peu différentes. Des fois, il est plus dans un style linéaire. Des fois, c'est un peu plus cubique et tout ça. Donc, je trouve ça assez sympa qu'on voit l'évolution du dessin d'un aigle qui pourrait être basique, mais qui est adapté et redessiné à chaque fois pour correspondre à la thématique. Donc vous pourrez taper sur internet, voilà, Die Deutschmark, argent, et puis vous verrez toutes les pièces différentes avec l'évolution du dessin de l'aigle qui s'adapte. Oula. Alors, ouais, on Ouais, va faut essayer que d'aller un je- peu plus vite quand même. Ouais. Rapidement, juste en 2 mots, c'est quoi? Parce qu'il nous en reste beaucoup et j'ai pas envie que l'émission Ouais, s'éternise trop non, pour mais il n'y a ceux pas de qui voudraient souci. aller se Voilà, coucher. là, c'était pour vous montrer à quoi ressemblait, par exemple, une pièce qu'on retrouve aujourd'hui qui date de l'Antiquité. Voilà, ça ressemble un Mais peu à c'est ça. Donc, Poséidon, non? alors non, ça doit être un empereur romain. Elle est très Poséidon, on abîmée, a c'est dur de l'impression que... savoir. Hein. Ouais, bah on dirait Poséidon un peu. Ben alors, je sais plus, c'est Il y a un monstre Auguste, de je The sais Last plus of Us quoi. aussi. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que voilà, la frappe était pas centrée, que le métal ben était pas parfait non plus, super lisse. Voilà, c'était les premières pièces de monnaie. Ça On a ressemble pas du tout à beaucoup. nos euros. Par contre, celle d'après, attention, elle est magnifique. Alors celle d'après, faut que j'attende. C'est dommage qu'il y ait le délai, sinon il faudrait que je regarde à peu près comment tu. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, donc ça c'est pour parler un petit peu plus de la modernité et de l'avenir de la collection. Donc ça c'est un graveur russe qui reprend des vieilles pièces de monnaie et qui l'utilise comme support d'art. Et en C'est fait il regrave magnifique. dessus les choses. C'est trop beau. Et sa spécialité c'est qu'en fait il met des mécanismes à l'intérieur. Donc là sur le cœur, Ouais, tu on vois voit, une il y a un petite petit roulette trait. en bas. Ouais. Et en gros quand tu fais tourner la roulette, le cœur bat. En fait, là, ça fait des petites pièces et qui bougent et tu as l'impression que le cœur bat. Et c'est un spécialiste C'est incroyable. avec des mécanismes. Alors souvent, il y a des petits trucs qui bougent, il y a ça fait On dirait presque des montres, tu vois, tu sais. Ouais, Ouais, c'est un ça. peu, Ben, c'est un peu le similaire, quoi. C'est pas de le l'horlogerie, mais mécanisme. la C'est- petite gravure sur des petits mécanismes Ouais, voilà, joli aussi. d'horlogerie. Donc ça, bah là pareil, là normalement il faut prendre l'épée dans le fourreau du chevalier, l'insérer au-dessus, et en fait ça enlève un petit truc sur la pièce et on voit le Graal qui apparaît derrière le mur. Ouais, c'est Enfin, excellent. C'est excellent. Ouais, je Mais suis sur désolé, il est c'est assez- peut-être pas très pratique. On va essayer d'aller un peu vite. Vraiment, excusez-moi, mais on en a beaucoup à regarder. Donc, Après on peut trier. Bon ça c'est juste un objet dans ma collection. Bien, c'est un numismètre. En fait c'est une petite balance qui était utilisée par les commerçants avant. Pour vérifier si les pièces le de monnaie poids. et en fonction de là où tu la mets, enfin si tu mets la bonne pièce dans la bonne fente, si le numismètre est à plat, ça veut dire que c'est une vraie. Si c'est une fausse, ben il est pas. Et en fait c'est c'est des excellent, monnaies en ça. argent. C'est des monnaies en argent. Donc à l'époque on faisait des fausses monnaies parce que crise où on n'avait pas tous des monnaies en argent, donc on voulait un peu très commerçant pouvait vérifier grâce à ça. Là, je vous mets quelque chose qui va rappeler les souvenirs. Les billets de francs. Ouais. Alors, Les certains, billets pas francs. tous, mais Moi, je les ai pas vus, moi. tu les Ouais, as le pas trop vus? 50. Si, le 100. Ouais. Le 100 me dit quelque chose, et le Ouais. 500 en vert comme ça, ouais. Ouais, le 500, c'est Pierre et Marie Curie. Il y a Louis Eiffel. Alors, le 100, je sais plus qui c'est représenté dessus. Et le 50, c'est Antoine de Auvergne. Saint-Exupéry. Ouais. Donc, voilà, c'était pour rappeler la nostalgie peut-être de certains dans le chat. Dire, ah oui, celui-là, je l'ai. Les plus les âgés, bonnes genre couleurs. Cybèle Pierre, par exemple.
C'est ça. Les bonnes couleurs qui pétaient. Mais bon, on a toujours pareil, hein. Ça, c'est un billet pareil de bon solidarité, donc période de guerre, où en fait on pouvait acheter c'est des billets qui permettaient à l'effort de guerre, et puis qui nous permettaient après derrière il y avait la version française, donc là avec Pétain, et puis j'ai des versions allemandes, parce que l'effort de guerre aussi. Et donc, comme quoi, peu importe dans le camp où on est, ils ont trouvé les mêmes idées pour, pour s'enrichir. Là, c'est les billets d'occupation américaine après la libération de l'Allemagne. Donc, on peut reconnaître un semblant de style américain du dollar. Celle-là, tu vois, c'était pour clôturer un peu le live spécial pour toi. Ah non, alors, c'est pas celle que je pensais. C'est Celle-là, c'est Cushion une pièce. Stono. Celle-là, c'est une pièce de Corée du Nord. Parce que là, tout de suite, vous allez me dire, ouah, comment c'est? Elle doit être super rare, la Corée du Nord et tout, c'est pas accessible. Ben, finalement, il y a des petits pays qui passent des contrats avec des sociétés privées, comme la Corée du Nord, des pays, des petites îles dans le Pacifique. Et en fait, ils passent des contrats avec des sociétés privées pour leur produire des pièces de monnaie, Ouais, ils ont pas ce mais qu'il pas faut à pour la domicile, quoi. circulation. Voilà, pas pour la circulation, pour l'économie, mais vraiment pour les collectionneurs avec des thématiques spécifiques, des pièces de monnaie souvent en argent ou en or à très faible tirage pour Ouais. faire de la plus-value dessus. Et donc Alors, là, c'est une pièce dites-vous, de Corée de du 1 Nord. won, alors, je sais pas le prix de 1 won en Corée du Nord. En Corée du Sud, dites-vous que 1300 won, c'est 1 euro. Donc 1 won, mon gars, tu peux pas Ouais, acheter c'est grand-chose, hein. poussière. C'est ça. T'as pas grand-chose au bout, quoi. Ah, c'est pour ça que tu m'as envoyé un one. Bah non, parce que c'est les pièces que tu te sers pas, tu vois. Je Ah, suis pardon. désolé, hein. Non. Au moment que les gens peut-être attendent aussi de voir un petit peu leur propre collection, si donc tu m'as envoyé un petit fichier à côté, juste grosso modo nous rappeler au moins, parce que j'enverrai aux personnes concernées leur fichier, Ouais. euh, dis-nous la valeur des pièces. Là, clairement, de ce que tu m'as envoyé, il n'y a pas grand-chose qui a de la valeur. C'est Là, on doit plus être. une Alors, valeur sentimentale que... voilà, c'est ça. Souvent, c'est plus l'héritage que vous en avez eu, ce qu'elle représente aussi pour le patrimoine français ou l'histoire française. Là, on doit être sur un quart de liard. Parce qu'en fait, le problème, c'est que juste avec des photos, je peux pas savoir exactement ce que c'est, surtout sur ces périodes-là. Il faudrait que j'ai le PDM, ça s'appelle en termes numismatiques. En gros, il faudrait que j'ai le poids, la dimension et le métal. Et au moins avec deux Ah de ouais. ces deux informations-là, je pourrais plus précisément savoir. Oui, parce Parce que que c'est là, vrai, ce comme tu visuel. disais, ça peut être de la contrefaçon. Ça se trouve, c'est du toc. Alors, de un, oui, avec le poids, ben, si c'est de l'argent ou si c'est de l'aluminium, ça va pas être la même chose. Et puis là, sur ce type de pièces-là, elles existent en différents modules, donc différentes tailles. Et en fonction de la taille, ben, c'est pas la même pièce. Mais là, on est voilà, sur un liard de France. Ça doit être, je crois, l'année, c'est 1785. Peut-être que Aubrac, s'il est encore dans le chat, pourra me dire plus précisément, qui est plus spécialiste de cette période-là, ce que c'est exactement. Mais bon, ça n'a pas une grande valeur vu l'état. Ça n'a pas de valeur. Il faut mieux la garder pour l'histoire et dire qu'on a une pièce du 8e siècle, quoi. Celle-ci, les pièces avec des trous à Mm. l'intérieur, je trouve ça assez marrant. J'en ai quelques-unes aussi en France. Mm. Tout de suite, comme tu me disais, et je pense que ça va nous permettre de faire le petit laïus pour les aveugles. Ouais, Instantanément, tu sais ce que tu as dans la main, quoi. c'est ça. Donc ça, c'est une Lindauer. Donc c'est une pièce de la Première Guerre mondiale qui a été utilisée presque jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc le trou, on se dit, ben ouais, c'est original, on n'en voit pas beaucoup. Forcément, on la reconnaît tout de suite dans un porte-monnaie pour savoir si on la cherche, ben, on l'identifie facilement. Pour les aveugles, au toucher, on peut facilement la reconnaître par rapport aux d'autres pièces qui Et sont pour les cons complètes. aussi, même pas que pour les aveugles, hein. Oui, c'est ça. Les Et aveugles, puis, c'est Putain, pratique pour eux, mais pour les cons, tu vois ce que je veux dire? c'est old ça. school. Et puis, l'avantage premier aussi, c'est l'économie de métal, parce que juste de faire un petit trou dans une pièce comme ça, mais qui a été produite à des millions et des milliards d'exemplaires pendant plusieurs années, ça fait un... parce qu'on utilise moins de métal pour faire la même pièce. Et en période de guerre, ben, le métal sert pour fort de guerre, donc forcément c'était utile d'en avoir en Ouais, bien réserve et sûr. dans les... Et là, on estime que sur ces pièces-là,
qui ont été produites en très très grosse quantité. Juste ce petit trou-là a permis d'économiser le poids de la tour Eiffel. Juste en J'imagine. faisant un trou dans la C'est pièce. Donc c'est incroyable. Ça, monstrueux. c'est vraiment incroyable. Quand même. C'est monstrueux. Donc il y en a qui trouveront ça beau, d'autres moches. Moi, Mais je en trouve ça fait, pratique. niveau ingénierie, se dire en fait on va faire un trou dans la pièce parce que ça va nous faire économiser des milliers de tonnes de métaux pour la guerre, c'est l'idée de génie, quoi. Ce qui Ouais. a peut-être fait qu'on a gagné la guerre d'ailleurs. Enfin, après ça, je C'est sais pas, ça. mais. Si, c'est la Possible. pièce de 10 centimes que vous avez, c'est elle qui a gagné la guerre. Hmm, C'est pas vous. c'est ça. C'est celle-là la vainqueur. Bon, là, on a des petits centimes Napoléon, donc il y a une 5 centimes là, et après, il y a une de 1953. Celle-là, c'est l'atelier de Bordeaux. Il y a un petit K sous l'aigle sur la photo. On voit un petit K et le K, ça correspond à l'atelier de Bordeaux. Donc après, c'est des pièces qui n'ont pas vraiment de grande valeur, qu'on trouve régulièrement vu l'état. Là, ce que tu es en train de montrer, c'est Un un Zoumeil. 2 francs chambre du commerce. Donc ça n'a pas de grande D'accord. valeur non plus. Ah oui, voilà. Ouais, j'ai remontré le cas, hein, pas Ouais, d'inquiétude. t'as raison. Je passe à celle d'après qui est une pièce. Par contre, je trouve ça cool les pièces qui sont très abîmées. Tu sais qu'elles ont une histoire peut-être un peu particulière, Mm. quoi. Elles ont un peu plus C'est ça. d'histoire qu'une pièce qui est juste en bon état. Et Et puis tu finalement, vois, bon, bah elle est là sur était dans la l'usine. Et... sur la 10 centimes Napoléon, tu vois, il y a une tache. Alors tu te dis, est-ce qu'elle a été modifiée? Est-ce que c'est quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose sur Napoléon ou pas? Il a Sur toute nettoyé. c'est ça. La période de Napoléon, il y a eu beaucoup de pièces satiriques. Donc en gros, on a fait des gravures sur la tête de Napoléon pour se moquer de lui. Donc on a fait des casques à pointe sur les pièces de monnaie pour se Ah ouais, moquer de bah ouais. lui et tout ça. Donc sur les pièces de Napoléon, il faut des fois regarder un petit peu précisément pour voir si on n'a pas une pièce satirique qui a été modifiée. Alors forcément, c'est facile de le modifier maintenant, donc il faut avoir des experts qui disent si c'est authentique dans la période ou si ça a été fait bien après la période de la pièce. Mais les pièces satiriques, il y a des collectionneurs et puis ça augmente la valeur de la pièce en fonction de ce qui a été gravé dessus, etc. Mais on en trouve pas Celle-ci, mal. elle est Donc c'est pour chouette. ça que c'est intéressant de regarder sur les Napoléons. Alors ça, j'ai mis un petit peu de temps à chercher, j'ai pas trouvé ce que c'est. J'ai mes hypothèses, je pense que c'est un faux. Alors c'est pas un faux, mais je pense que c'est une reproduction d'une pièce qui pourrait voilà, être autour du Moyen-Âge. Parce qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on voit sous la fleur de lys, on voit 18.02.2017, j'ai l'impression. Ouais, 2017. Et et à mon avis, c'est plutôt un Un jeton ou jeton une de caddie. médaille. Ouais, alors Bonne vanne. mon hypothèse, c'est que dans certains musées, par exemple à la Monnaie de Paris, je crois qu'ils le font, en Autriche au musée monétaire, en fait, on peut frapper soi-même des monnaies avec justement un balancier, comme on a vu tout à l'heure. Et je pense que ça pourrait être voilà, peut-être un jeton qu'on a trouvé dans un musée, qu'on a Idole. frappé soi-même, et ça fait rappel à une certaine période. Parce que je trouve ça un peu bizarre. C'est pas une monnaie qui existe en tout cas, donc je pense que c'est plutôt un jeton fantasy. Et là, il faudrait vérifier si c'est de l'argent ou pas. Parce que si c'est en argent, ça peut être intéressant, ça fait toujours le point en argent. Il faudrait juste faire le test de l'aimant. En gros, si la pièce est aimantée, c'est pas de l'argent. Si c'est non aimanté, ça peut être de l'argent. D'accord. Voilà. Là, on a une 20 francs Turin, donc ça, c'est de l'argent. Donc ça a une petite valeur. Au poids de l'argent, ça a une dizaine d'euros. Je crois que l'argent, là, en ce moment, sur le poids, c'est à 9,10 €, le poids de l'argent de cette pièce-là. D'accord. Mais Oh, voilà, celle-ci, c'est je la pas, connais, là, 1 centime. pas grand-chose. Là, un Ça, c'est centime et trop pie, ouais. chouette. Ça, c'est trop Je connais chouette. pas. C'est des pièces qu'il y a eu en assez grande quantité, mais qui n'ont pas finalement beaucoup été utilisées. Bah, 1 centime. Qui sont Ouais, les cons qu'on décide de frapper ça, quoi. c'est ça. Elle est minuscule, mais on en trouve sur le marché encore. Ça n'a pas de valeur. C'est tellement Donc produit là, en le pendentif, d'exemplaires. pièce de 10 francs. Ouais. Là, pareil. Alors, 3 millions d'exemplaires sur le pendentif, enfin sur la monnaie. Donc, ce qui est quand même beaucoup, hein. On va dire qu'une monnaie commence à être rare en fonction des périodes, sous les 100 000, 50 000 exemplaires, ça commence à être intéressant. C'est pas rare à 3 millions d'exemplaires. Ouais. Au poids de l'or, si c'est bien de l'or, parce que là, pareil, il faut vérifier, hein, ça peut être une imitation, ça peut être du plastique, ça peut être. Là, je peux pas vous dire, mais si c'est de l'or, en tout cas, au poids de l'or, on est autour de 160 €. D'accord. Malheureusement, nous, les numismates,
ça va nous casser le marché parce qu'en fait, elle a été modifiée la pièce puisqu'il y a eu un anneau rajouté dessus. Ouais. Donc, il y a eu forcément de la soudure. Et pour nous, ben, c'est plus une pièce, c'est un bijou. Et forcément, un numismate ne sera pas forcément intéressé d'acheter cette pièce-là parce que je peux la retrouver sans la modification du bijou. C'est ça, ouais. Donc, il vaut mieux la garder en pendentif ou en héritage familial. Voilà, il y a 160 € d'or dedans. C'est pas une pièce très rare. Et là, l'atelier, c'est Paris, parce qu'il y a un petit A. Donc, voilà. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup. C'était passionnant. Je suis vraiment désolé, j'aurais aimé qu'on puisse continuer. On aurait pu continuer encore, je pense, pendant encore 1 heure et demie. On peut Mais- parler pendant je sais pas combien de temps. Parce qu'en Il y a vrai, je tellement pense. d'histoires derrière une Il y avait petite encore pièce, beaucoup de c'est- photos qu'on n'a pas pu regarder. Enfin, on aurait pu, mais tu vois. Oui, oui, voilà. non, mais c'est sûr. Moi, je me lève dans 2 heures. Tu vois, par exemple, j'aimerais Moi, dans dormir. Voilà, j'aimerais désolé. dormir 2 heures. Donc, non, mais si jamais ça vous intéresse, je vais mettre ta chaîne, donc Numis Novice, tout attaché, c'est ça? C'est ça. Voilà. Sachant que Vas-y, je si t'en prie. besoin, alors, s'il y a des gens qui vont retrouver des pièces chez eux, si ça leur a donné envie de s'intéresser ou quoi que ce soit, j'ai mon Discord, j'ai aussi une adresse mail Numis Novice, donc si jamais ils peuvent me contacter sur Instagram aussi. Voilà. S'ils veulent m'envoyer leurs photos, je leur fais entre guillemets l'expertise gratuitement, il n'y a pas de souci. Je leur dis ça, c'est intéressant, c'est pas intéressant. Et ça leur permettra de ne pas se faire arnaquer si jamais ils ont des trucs intéressants et qu'ils veulent le revendre. Donc voilà. Puis Ça moi, ça me sert souvent des fois aussi de base de live où ben, je reçois des photos et puis je me dis tiens, pendant le live, on va regarder, On va regarder Des ce qui fois, se ça dure passe un longtemps. peu. Ouais. Voilà, et ça me sert de contenu de live. Et puis des fois, c'est aussi intéressant que la personne qui m'a envoyé les photos soit là dans le live parce que je me demandais, bah tiens, mesure la pièce, prends le poids, ça va m'aider sur mes recherches et puis on va vite trouver ce que c'est, quoi. je Très follow très aussi. bien. J'ai aussi mis le lien de Skyred Clem pour ceux que ça intéresse. Il va reprendre le stream bientôt, donc Oui, bientôt, bientôt. soyez chaud, soyez, Je peux soyez là. mais En tout cas, merci beaucoup, messieurs. C'était vraiment top. Mm. J'ai Bah ouais, vraiment merci passé un très bon moment en votre compagnie. C'était vraiment super. J'espère que les problèmes de Pareil. son, indépendants de notre volonté à tous, vous ont pas trop gêné. Il y a eu quelques Non. petites coupures son, donc voilà, on s'en excuse. Et surtout, merci à tous et toutes dans le chat d'avoir été aussi agréables, bienveillants et aussi d'une source d'informations extrêmement précieuse. Donc merci à vous, c'était vraiment super cool. Prenez soin de vous, à très bientôt. Bye bye! Salut! Salut!